Bienvenue dans le dossier où chaque histoire dévoile une nouvelle énigme à résoudre. Rejoignez-nous pour une plongée dans Miss Marple and the 33 Final Hour, une histoire créée par des fans pour célébrer le charme et le génie de la détective légendaire d'Agatha Christie. Nous serions ravis de vous compter parmi nous dans cette aventure palpitante. Partagez vos impressions, dites-nous d'où vous regardez et si vous repérez des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler. Vos commentaires nous aideront à vous proposer des mystères encore plus captivants. Chapitre 1. L'homme qui a verrouillé la pièce de l'intérieur. Tout commença par le tonnerre, un long grondement sourd qui gronda sur les toits de chaume du village d'Elmswood, comme pour avertir la terre qu'un événement terrible s'était déjà produit. La pluie tombait depuis la fin de l'après-midi, claquant contre les vitres comme un visiteur impatient. Mais ce n'est qu'à 8 heures passées, lorsque les lumières vacillèrent une fois à Pondlebury House que la servante hurla. Elle était allée chercher le cognac, comme on lui avait demandé. C'était tout. Le feu crépitait doucement dans le bureau, et elle se souvenait avoir trouvé étrange que personne n'ait tiré les rideaux. Lorsqu'elle entra, la pièce sentait vaguement le tabac brûlé et le cirage, et l'horloge de parquet tic-taquait avec une précision surnaturelle dans le coin le plus éloigné. Mais ce qui la figea, ce qui fit jaillir un cri de sa gorge comme l'eau d'un puits, ce fut la vue de M. Josiah Blackwood assis dans le fauteuil de velours, la tête anormalement affaissée sur le côté, et le long coupe-papier en laiton dépassant de sa mâchoire comme un horrible marque-page entre les pages de sa chair. La porte avait été verrouillée de l'intérieur. Ils ont dû l'ouvrir avec une pelle à charbon. Lorsque le gendarme d'Elmswood arriva, le jeune Daniel Cresswell, dont les bottes ruisselaient encore de pluie, la pièce était bondée de domestiques et d'invités, tous pâles, de peur ou rouges de stupeur. Le médecin déjà appelé se tenait à côté du corps, marmonnant quelque chose à propos de perte de sang et de la durée de l'hémorragie, ses lunettes s'embuant à chaque respiration. Miss Jane Marple ne fut pas parmi les premières à voir le corps, mais elle arriva rapidement dès que la terrible nouvelle se répandit dans le village. Elle habitait à 3 maisons plus loin, et malgré la tempête, elle arriva, son châle serré autour d'elle, et une expression de gravité, tranquille qui fit taire l'assemblée dès son entrée dans la pièce. Elle ne s'approcha pas immédiatement du corps. Elle observe plutôt le pourtour, la table d'appoint avec un verre de cognac, la petite tache sombre au pied de l'horloge, et le tisonnier de la cheminée récemment déplacé, si l'on en croit les cendres. « Étrange » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Très étrange, en effet. » Josiah Blackwood, horloger à la retraite et reclus notoire, n'était pas très apprécié, mais bien connu. Il avait vécu à Pendlebury House pendant 30 ans, après avoir repris le domaine en ruine après la noyade prématurée de son frère en 1912. Des rumeurs circulaient, bien sûr, sur la guerre, une dispute avec son neveu et les étranges bruits mécaniques qui provenaient parfois du grenier la nuit. Mais à Elmswood, les rumeurs étaient aussi courantes que les ronces, et la plupart étaient balayées d'un revers de main, comme des bavardages de vieilles dames. Jusqu'à maintenant. Miss Marple s'approcha d'un pas léger de la porte, inspectant le loquet en laiton, toujours tourné vers l'intérieur. « Vous êtes bien sûr, dit-elle doucement à l'agent, que la porte était fermée à clé à votre arrivée ?» Cresswell s'éclaircit la gorge. « Oui, Miss Marple, on a dû forcer. »« Et les fenêtres ?»« Verrouillées de l'intérieur, tous les 3. » Ses yeux se plissèrent légèrement. « Alors, soit M. Blackwood s'est poignardé, soit nous sommes censés penser que c'est le cas. » Le docteur Atwater se détourna du cadavre. Il n'y a aucune trace de lutte, aucune blessure défensive. La lame a pénétré net, d'un coup précis. Plutôt difficile à infliger à un homme de 68 ans, surtout sous cet angle. Miss Marple hocha la tête. « Oui, tout à fait. » Elle fit un pas vers le corps, puis marqua une pause. « Est-ce que c'est de la sueur sur son revers de veste ?» Tout le monde se retourna. La servante hocha la tête avec hésitation. Il travaillait souvent au grenier, à réparer de vieilles horloges. Il avait toujours de la poussière sur ses poignets. « Oui, oui. » La voix de Miss Marple était légère, presque songeuse. « Mais aujourd'hui, il n'était pas monté. Pas depuis ce matin. Cette poussière est fraîche. » Elle jeta un coup d'œil à la cheminée, puis au tisonnier taché de suie. « Docteur Atwater, auriez-vous l'amabilité d'examiner le feu de plus près ?» Atwater s'accroupit près du foyer
et utilisa le tisonnier pour remuer les cendres. Il prit une profonde inspiration. Il y a quelque chose ici. Un parchemin à moitié brûlé, peut-être. Il est cassant. Une lettre? Il le sortit avec précaution. L'encre était tachée, mais quelques mots étaient visibles. Dernier testament. Joindre une copie révisée. Neveu héritera. Non fiable. Le gendarme se pencha. Vous pensez que c'était un testament? Plus probablement un brouillon, dit Miss Marple. Et personne ne voulait qu'on le retrouve. Mais son testament officiel, interrompit la gouvernante, la voix tremblante. Désigne Monsieur Geoffrey comme héritier. Nous l'avons tous vu. Miss Marple se tourna vers elle. Geoffrey, le neveu qui est venu la semaine dernière, je crois. Oui, mademoiselle Geoffrey Blackwood, de Londres. Je ne suis resté que 2 jours. Et il est parti assez vite, si je me souviens bien. Je me souviens avoir vu sa valise chargée avant le petit déjeuner. Curieux timing. Le docteur Atwater se redressa. Alors vous pensez que Geoffrey... Je pense, docteur, qu'il ne faut rien présumer d'un meurtre commis dans une pièce close. Elle se tourna de nouveau vers l'agent. Monsieur Blackwood tenait un journal, n'est-ce pas? 3 étagères à l'étage. L'œuvre de toute une vie. Alors, j'aimerais voir les entrées les plus récentes. Elles pourraient nous dire qui il craignait. Mais le bureau offrait une autre surprise avant la fin de la soirée. Alors que les invités étaient invités à regagner leur chambre et que la pluie s'abattait, avec intensité sur les fenêtres, la gouvernante revint du grenier avec une enveloppe trouvée entre les livres de compte. Elle portait le nom de Miss Marple. D'une écriture élégante et grincheuse, on pouvait y lire simplement « En cas de décès, consultez Miss Jane Marple ». À l'intérieur se trouvait une feuille pliée contenant à peine quelques lignes. « S'il m'arrivait quelque chose, sache que ce n'était pas un accident. Quelqu'un veut ce que j'ai caché. Il sait que j'ai écrit la vérité. Léla Sabidondina, quand. Horloge ne mente pas, mais les hommes, si. » Il n'y avait aucune signature. Seulement un dernier gribouillage, presque illisible. « Vérifie le grand-père. » Miss Marple leva lentement les yeux vers l'ancienne horloge dans le coin, son pendule oscillant comme un battement de cœur. Plus tard dans la nuit, bien après que les autres se soient retirés et que la tempête ait commencé à s'apaiser, elle retourna discrètement au bureau avec un chandelier. L'horloge de parquet se dressait haute et solennelle. Elle examina sa base, tapota son cadre et, enfin, légère comme un souffle, appuya sur le motif de rose sculpté près du bas. Un léger clic se fit entendre. Le panneau s'est ouvert. À l'intérieur, plié et scellé dans de la cire, se trouvait un deuxième testament. Miss Marple ne l'ouvrit pas. Elle fixa le sceau un long moment, les lèvres pincées. Le lendemain matin, alors que la brume se levait des haies du village, elle se tenait près de la porte de Pendlebury House, parlant doucement, avec l'agent Cresswell. « Il avait peur, vous savez, dit-elle. Le vieux monsieur Blackwood. Pas de la mort, il en avait assez vu, mais d'être réduit au silence avant de pouvoir défaire ce qui avait déjà été fait. Il craignait le passé plus que le tueur. Tu crois que ce deuxième testament nommera quelqu'un d'autre? Je le sais, quelqu'un qui a peut-être subi un tort il y a longtemps. Mais le mobile est encore incomplet. Il manque quelque chose d'infime et de presque invisible. Elle leva les yeux vers les fenêtres de la maison, ses yeux s'attardant sur la fenêtre du 3e étage, où un rideau bougeait malgré le manque de vent. « Il y avait quelqu'un d'autre dans cette maison, » dit-elle doucement. « Quelqu'un qui n'est jamais parti. » Cresswell fronça les sourcils. « Tu parles du tueur? » ?»« Non. » Sa voix était plus basse, à peine audible. « Je veux dire quelqu'un qui était censé être mort. » Un silence s'ensuivit, rompu seulement par le carillon de la cloche de l'église au loin. Miss Marple se détourna. « Je consulterai les registres paroissiaux cet après-midi. Si mes soupçons sont fondés, ce mystère n'a pas commencé avec le meurtre de Monsieur Blackwood. Il a commencé par une noyade et un mensonge. » Et tandis qu'elle redescendait le chemin, sa canne claquant sur les pavés, l'horloge du grand-père du bureau sonna 9 heures, 3 minutes plus tôt. Chapitre 2. Une lettre arrivée trop tard. Le facteur ne frappait jamais au Mount Cottages d'Elmswood. C'était un homme discret, aux épaules tombantes, qui distribuait les lettres avec la révérence de quelqu'un qui dépose des fleurs sur une tombe.
Le lendemain du meurtre de Pendlebury House, il arriva comme toujours à 7h30, la pluie collant à sa casquette et à son manteau comme un sentiment de culpabilité. Mais ce jour-là, il apportait quelque chose de différent. Une lettre, crème pâle, scellée à la cire rouge et adressée d'une écriture délicate et posée à Miss Jane Marple, The Elms, Elmswood. Il la glissa délicatement dans sa boîte aux lettres, inconscient de la tempête silencieuse qu'elle allait déclencher. Miss Marple le trouva moins de 10 minutes plus tard, entre un exemplaire de le Church Timeset, une circulaire sur le chutney à la rhubarbe. Au moment où ses doigts touchèrent l'enveloppe, quelque chose en elle s'arrêta. C'était étrange de ressentir l'urgence d'une lettre avant même d'en briser le sceau, mais elle était là, son poids, la rigidité de l'écriture, la façon dont la cire avait légèrement maculé le sceau. Elle l'ouvrit avec un couteau à fruits en argent et la lut debout dans le couloir. « Mademoiselle Marple, s'il m'est arrivé quelque chose, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit. Le testament dans le coffre de l'avocat est un faux. Mes véritables intentions sont ailleurs, cachées. On viendra bientôt les chercher. Il y en a une que vous ne devez pas négliger. Elle prétend n'être jamais venue d'ici, mais elle y est allée. 2 fois. Il a été signé Josiah Blackwood. » Miss Marple resta immobile. Elle plia la lettre avec une précision chirurgicale et la glissa dans la poche latérale de son cardigan. Sa tasse de thé resta intacte sur le plateau lorsqu'elle sortit dans le couloir et prit son châle. Dehors, la pluie avait recommencé, moins une averse qu'une bruine persistante, comme une pluie fine qui s'extirpe des nuages. Les routes étaient glissantes et les haies perlaient de rosée. Elle marcha d'un pas calme et, déterminée vers Pendlebury House, sachant déjà que le courrier était arrivé 24 heures trop tard. Lorsqu'elle arriva au domaine, les lourdes portes noires étaient entr'ouvertes. L'agent Cresswell était à l'intérieur, discutant avec la gouvernante et le jardinier. Geoffrey Blackwood, le neveu, n'était pas encore rentré à Elmswood, mais son absence semblait désormais plus stratégique que circonstancielle. « Mademoiselle Marple, dit le gendarme en inclinant respectueusement la tête, « je crois que nous avons trouvé quelque chose dans le grenier que vous aimeriez peut-être voir. » Elle le suivit dans l'escalier de service, étroit et en bois, de ceux qui grinçaient plus sous l'effet des secrets que de l'âge, et déboucha dans le grenier où l'air était froid et sec, l'isolation oubliée. Une douzaine d'horloges bordèrent les murs, chacune tic-tac à des rythmes différents, telle une pièce au battement de cœur incertain. À côté d'un bureau en chêne patiné se trouvait un journal, celui de M. Blackwood. La dernière page était arrachée, les fibres du dos encore à vif. « Disparu depuis hier », dit Cresswell d'un ton sombre. « Déchiré. Tu crois que le tueur l'a pris ?» Miss Marple ne dit rien. Elle se dirigea vers le bureau et examina le tiroir. Il coula avec raideur, révélant un stylo-plume, 3 fioles d'encre et un coupe-papier dont le bord était taché d'une légère trace rouge, sèche et poudreuse à présent, mais reconnaissable. « Intéressant, » murmura-t-elle. « Mais pas la lame qui l'a tué. Elle était en laiton et ornée. C'est un simple coupe-papier. » L'agent l'examina. « Peut-être du sang ou de l'encre. »« Peut-être les deux, » dit Miss Marple. « Dites-moi, agent, est-ce que quelqu'un ici, à part la gouvernante, a dit avoir reconnu Geoffrey Blackwood lors de sa visite la semaine dernière ?»« Non, madame. La plupart des employés ne l'avaient pas vu depuis qu'il était enfant. »« Et la gouvernante ? Elle semblait assez sûre d'elle. Elle a dit qu'elle se souvenait de son écharpe verte. Apparemment, il en portait toujours une. » Le regard de Miss Marple se porta vers le mur du fond, où une unique fenêtre donnait sur la ruelle du village. En contrebas, quelqu'un portant une écharpe verte venait de dépasser les haies de devant, marchant d'un pas rapide. Pas Geoffrey. Une femme. Miss Marple descendit l'escalier en murmurant une douce excuse à personne en particulier et sortit par la porte du jardin. Elle traversa le champ comme seule une personne, ayant vécu toute sa vie au village, pouvait le faire, apercevant la silhouette juste au moment où elle franchissait le portail du presbytère. « Excusez-moi, cria-t-elle. Vous êtes nouveau à Elmswood, n'est-ce pas ?» La femme se retourna. Elle était grande, élégante, avec une touche de beauté passée et une expression de surprise subtilement préparée. « Oui, je loge chez ma cousine. Je suis arrivée hier soir. » Miss Marple sourit doucement. « Comme c'est charmant. J'espère que vous avez trouvé notre village accueillant, malgré les
événements récents les plus malheureux. La main de la femme se porta à sa bouche et, l'espace d'un instant, une ombre traversa son visage. C'est vraiment horrible. J'ai eu des nouvelles de Madame Lyle au magasin. Un meurtre est une telle intrusion dans un endroit paisible comme celui-ci. Oh, mais Elmswood n'a plus connu la paix depuis 1912, dit doucement Miss Marple. C'est à cette époque qu'Edwin Blackwood s'est noyé dans des circonstances plutôt curieuses. Le frère de Josiah, vous savez. La femme cligna des yeux. Je n'avais pas entendu. Peu s'en souviennent, encore moins veulent s'en souvenir. Miss Marple ajusta son châle. Pourtant, vous avez dû venir, n'est-ce pas? Vous m'aviez l'air si familier tout à l'heure. Non, jamais. La première fois, je le jure. 2 fois, murmura Miss Marple. Vous êtes déjà venu 2 fois. Je vous demande pardon. Oh, rien, sourit à nouveau Miss Marple. J'ai juste un faible pour les horloges, et pour les gens qui s'efforcent d'oublier des choses qu'ils ne veulent pas oublier. Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, son esprit organisant déjà les détails comme des cartes à jouer sur une table. L'écharpe verte, l'affirmation de ne jamais être venu, la présence soudaine au presbytère, trop précise, trop prudente. Quelqu'un qui avait connu Josiah, quelqu'un mentionné dans la lettre, qui faisait semblant de ne pas exister. À midi, elle était assise dans le modeste bureau du révérend Hargreaves, étudiant les vieux registres paroissiaux. Le révérend, Dieu le bénisse, tenait des registres méticuleux. « Ah !» murmura-t-elle en tapotant du doigt une entrée datée de 1939. Mademoiselle Eliza Marchmont, visiteuse, Pendlebury House. Puis de nouveau en 1946. Le même nom, la même signature. Alors, ce n'est pas une première visite après tout. Elle prit le registre, le referma soigneusement et se leva pour partir. « Merci, révérend. Je crois que notre mystère commence à avancer. » Mais le destin a son propre rythme cruel. De retour à son cottage, elle trouva la porte d'entrée légèrement entr'ouverte. Rien à l'intérieur ne semblait déranger. Pas de tiroir fouillé, pas de verre brisé. Seule la lettre de Josiah Blackwood manquait à l'enveloppe. Celui qui l'avait pris l'avait fait avec précision et rapidité. Elle vérifia la table d'appoint. Son couteau à fruits était toujours là, mais le coin du cachet de cire était déchiré, comme si quelqu'un avait essayé de le lire avant d'abandonner. Il ne voulait pas seulement la lettre, il voulait savoir si elle savait. Elle alluma la bouilloire, les mains calmes, malgré le sentiment grandissant de danger. La tempête s'était calmée, mais une nouvelle tempête se préparait. Une tempête faite non pas de vent ou de pluie, mais de souvenirs, de fausses pistes et de la tentative d'un vieil homme de corriger quelque chose qu'il avait autrefois laissé impuni. Au crépuscule, elle retourna à Pendlebury House. Cette fois, elle chercha directement l'horloge du grand-père. Elle avançait toujours de 3 minutes. Pas par négligence. Un message. Elle s'accroupit à nouveau près du panneau caché, mais le compartiment était maintenant vide. Le 2e testament avait disparu. Elle ne cria pas. Au lieu de cela, elle pressa ses doigts contre la plainte et remarqua quelque chose de nouveau. Un petit morceau de papier, déchiré et partiellement noirci, collé à une écharde près du dos. Elle le dégagea. Seuls 2 mots sont restés lisibles dans le coin curling. Pas Geoffrey. Elle se leva lentement, un frisson la parcourant. L'avertissement de M. Blackwood ne concernait pas du tout son neveu. Il s'agissait de un poseur comme Geoffrey Blackwood. La véritable question était désormais, qui connaissait la différence? Et tandis que la pluie reprenait son murmure contre les fenêtres, Miss Marple se tourna vers le couloir froid et silencieux, les yeux plissés par ses pensées. Quelqu'un avait assassiné Josiah Blackwood pour garder un secret. Mais voilà que la mauvaise lettre était arrivée entre de mauvaises mains, et Elmswood avait un fantôme de plus qu'hier. Chapitre 3. La veuve qui n'entendait aucun pas. La pluie ruisselait sur les vitres d'Ivy Hollow, comme pour écouter aux portes. Le cottage autrefois majestueux, à l'orée du village d'Elmswood, était blotti derrière d'épaisses haies de rosiers qui pendaient maintenant lourdement sous l'humidité, leurs pétales, comme du sang sur les vitres embuées. À l'intérieur, le salon régnait un silence étrange et funèbre. Le thé avait refroidi. La veuve était assise, raide, le dos droit, les mains jointes, le visage de porcelaine.
Trop immobile, trop silencieux. Miss Marple avait déjà vu du chagrin. Le vrai chagrin bouge, il tressaille, il s'oublie un instant. Mais Madame Lydia Renton restait assise, immobile. « Je n'ai rien entendu », répéta-t-elle, pour la 3e fois en 5 minutes, d'une voix fragile et mécanique. Pas de pas, pas de voix, rien. Miss Marple l'observait par-dessus le bord de sa tasse de thé. La pluie frappait aux fenêtres avec une telle insistance qu'on aurait peine à imaginer entendre autre chose. Pourtant, la pièce n'était pas insonorisée. Le salon se trouvait juste en dessous du couloir qui menait au bureau de Josiah Blackwood. De l'autre côté du champ, peut-être, mais à portée de voix par une nuit calme comme celle-là. « Vous connaissez Monsieur Blackwood depuis quelques années, je crois ?» demanda Miss Marple, avec une pointe de curiosité. « Nous nous connaissions, » dit Madame Renton. « Des voisins, au sens le plus formel du terme. Ce n'était pas un homme sociable. Et pourtant, il est venu vous voir jeudi soir dernier, n'est-ce pas ?» Les doigts de la veuve tressaillirent. « Il l'a fait. Brièvement. Il est venu rendre un livre. »« Quel livre ?» Madame Renton hésita, puis dit doucement. « Un recueil de poèmes de Cooper. Il disait qu'il aimait le désespoir. Discret. C'est un sentiment plutôt étrange pour un homme qui rend un livre, » dit Miss Marple d'une voix calme, presque distraite. « Et vous n'avez jamais entendu personne le suivre ?»« Je te l'ai dit. Pas un seul pas. Pas un seul. » Miss Marple sourit faiblement. « Pardonnez-moi, mais j'ai du mal à l'accepter. Il pleuvait cette nuit-là. Le chemin de gravier extérieur est très beau, facilement étouffé. Mais le couloir intérieur, celui au-dessus de cette pièce, est en vieux chêne, sec, craquelé. Il gémit à chaque pas. » La veuve se retourna brusquement. « Vous m'accusez de mentir ? » ?»« Pas du tout. Je constate simplement qu'il y a une différence entre ne rien entendre et faire semblant de ne pas entendre. » Pour la première fois, une lueur d'émotion traversa le visage de Madame Renton. Un mélange de peur et de fureur, vite éteint. Elle se leva brusquement. « Je pense que vous devriez y aller. Je ne vais pas bien. » Miss Marple ne protesta pas. Elle se leva lentement, ajusta ses gants et fit une brève révérence. « Bien sûr, ma chère. Je voulais juste te rendre le plateau emprunté. Merci pour le thé. » Alors qu'elle ressortait sous la pluie, le vent souleva le lierre juste assez pour qu'elle puisse voir ce qu'elle soupçonnait. Une deuxième série d'empreintes dans le parterre de fleurs, sous la fenêtre du salon. L'une petite et nette, la sienne. L'autre, plus lourde, plus ancienne. Déjà s'estompant, mais indéniablement présente. Quelqu'un d'autre s'était tenu là. Quelqu'un avait observé cette maison avant l'aube. De retour à son chalet, elle exposa ses pensées avec la précision d'un horloger réparant un engrenage. Josiah Blackwood avait rendu visite à la veuve 4 jours avant sa mort. Il avait rendu un livre, certes, mais ses paroles étaient inquiétantes. Il était mort moins de 48 heures plus tard. Un faux testament avait disparu. Une femme était apparue, affirmant n'avoir jamais visité Elmswood, bien que les registres paroissiaux aient prouvé le contraire. Un message déchiré avait averti « Pas Geoffrey ». Et voilà qu'une veuve affirmait n'avoir entendu aucun pas sur le plancher grinçant d'une maison, où même un murmure pouvait se propager d'un mur à l'autre. Le lendemain matin, Miss Marple rendit de nouveau visite au révérend Hargreaves, non pas pour un enregistrement cette fois, mais pour un souvenir. « Révérend, dit-elle, vous avez enterré le mari de Madame Renton, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, dit-il en cherchant dans ses pensées. Capitaine Alaric Renton, décédé il y a 3 ans. Une pneumonie, je crois. Un déclin rapide. Monsieur Blackwood a-t-il assisté à la cérémonie? Je crois que oui. Il était assis au dernier rang, à gauche avant l'éloge funèbre. C'est curieux, dit Miss Marple. N'ont-ils pas servi dans le même régiment pendant la guerre? Le révérend marqua une pause. Mon Dieu, j'avais oublié. Ils étaient tous les deux en Égypte. En 1917, je crois. Mais après, ils ont gardé leur distance. Ils ne se sont jamais beaucoup parlé. Miss Marple repartit avec plus que ce qu'elle était venue chercher. À la bibliothèque du village, à peine plus qu'un petit salon rempli de livres, elle trouva une photographie dans les archives historiques. Une image régimentaire. 2 rangées d'hommes en uniforme du désert. Josiah Blackwood se tenait au fond, grand et impassible. Alaric Renton, 2 sièges plus loin,
plissaient les yeux sous le soleil. Entre eux, sur le côté, se tenait une femme en civil, une ombrelle à la main. Miss Marple regarda de plus près. La légende la nommait Eliza Marchmont, infirmière civile. Elle était plus jeune sur la photo, naturellement, mais la mâchoire, les yeux, c'était la même femme que celle vue à la porte du presbytère. La même femme qui disait n'être jamais allée à Elmswood auparavant. Elle prit la photo, nota soigneusement les noms sur une carte et se dirigea de nouveau vers Pendlebury House. L'agent Cresswell l'accueillit à la porte, le visage fatigué, par le manque de sommeil et les nombreuses questions. « Nous avons passé le bureau au peigne fin, dit-il. Rien de nouveau. » Celui qui a pris le deuxième testament savait ce qu'il cherchait. Un travail impeccable. Pas d'empreinte digitale, bien sûr. « Je suppose que vous n'avez pas le registre des visiteurs de la porte. » « C'est vrai, mais c'est irrégulier. On ne demandait pas vraiment aux clients de signer pendant la guerre. » « Non. Mais si mademoiselle Marchmont est arrivée cette semaine en Panasonic, se faisant passer pour quelqu'un d'autre, elle a peut-être laissé une trace ailleurs. » Miss Marple remonta l'escalier jusqu'au bureau. L'air était encore imprégné d'une légère odeur de fumée de pipe et d'une odeur plus ancienne, presque médicinale. Elle examina l'âtre, le bord du bureau, la chaise. Tout était placé avec précision, mais cela en soi était suspect. Rien dans la vie n'est jamais aussi ordonné, pas dans une pièce occupée par un mourant qui a des ennemis. Elle jeta un nouveau coup, d'œil aux étagères. Une rangée de manuels d'horlogerie et, curieusement, un recueil de poésie. Du Cowper, comme l'avait dit la veuve, du Keats, du Hardy. Ses doigts s'arrêtèrent sur un livre fin, en cuir usé, sans titre. À l'intérieur, il n'y avait pas de poésie, mais des notes de grands livres, méticuleuses, codées. Elle le feuilleta rapidement et trouva une entrée, datée seulement du 3 avril. « EM est revenue. Elle m'a posé des questions sur Alaric. Je ne lui ai rien dit, mais elle sait. Elle a toujours su. Si la lettre parvient à Jane, elle comprendra. L'horloge sonne tôt pour une raison. » Miss Marple fixa la page. Elle a toujours su. En bas, la pluie est revenue avec une force soudaine, martelant les vitres comme pour dire « Regarde maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Elle descendit les escaliers juste au moment où la gouvernante entrait par la cuisine, secouant son châle mouillé. « Je pensais que tu étais partie pour la journée, » dit la femme. « Non, non, j'avais juste besoin de quelques petites choses. » Miss Marple sourit doucement. « Dites-moi, vous souvenez-vous de quelqu'un qui a rendu visite à M. Blackwood la veille de sa mort? Quelqu'un d'inattendu ?» La gouvernante hésita. « Eh bien, il y avait la livreuse de Carrow. Elle avait apporté des conserves. Le plus étrange, c'est qu'elle les laisse habituellement à la porte. Mais cette fois-là, elle a insisté pour les remettre en main propre. Tu as vu son visage? Non, avec l'écharpe. Juste la voix, très polie, raffinée. Eliza Marchmont, murmura Miss Marple. Elle est entrée. Qu'est-ce que c'est, madame? Rien, ma chérie, merci. Elle revint à Ivy Hollow au crépuscule. La veuve ouvrit la porte, un châle sur les cheveux, les yeux rouges mais secs. « Encore toi, dit-elle froidement. « J'ai pensé que vous aimeriez voir quelque chose, dit Miss Marple en lui tendant la photo. Prise en Égypte. 1917. Vous reconnaissez quelqu'un? » Les doigts de la veuve tremblaient, tandis qu'elle tenait le cadre. « C'est Josiah, dit-elle. Et à côté de lui? Mon mari. Et la femme au parasol. » Le silence régnait. La pluie s'intensifiait, claquant contre les avant-toits comme des ongles. « Elle l'a suivi, vous savez, » dit doucement Miss Marple. « Elle a suivi le capitaine Renton. D'abord au Caire, puis chez elle, et maintenant ici. Elle était amoureuse peut-être, ou endettée, ou peut-être lui en voulait-elle. »« Tu ne sais rien, » rétorqua la veuve. « Oh, mais... » « Si, » dit Miss Marple. « Josiah savait qu'il s'était passé quelque chose de terrible à l'époque. Quelque chose impliquant Alaric. Quelque chose qu'il a finalement décidé d'arranger. » La veuve serra plus fort le cadre. « Il n'avait aucun droit. »« Non, mais le meurtre en a encore moins. » Miss Marple se retourna pour partir, mais juste avant que la porte ne se referme, elle dit « Une dernière chose. Vous disiez n'avoir entendu aucun pas. Mais cette moquette du couloir supérieur, votre gouvernante l'a fait remplacer la semaine dernière. De la laine fraîche, des poils doux. Vous ne pouviez pas deviner qu'elle craquait avant.
La porte claqua derrière elle. Miss Marple traversa à nouveau le village embrumé, le cœur lourd. Il y avait des couches profondes, profondément enfouies, de vieilles trahisons, des promesses non tenues, et une veuve qui n'avait pas encore fini de pleurer l'homme qu'elle avait peut-être haï autrefois. Dans son chalet, elle s'assit à son bureau et sortit. La page du livre de Josiah. L'horloge sonne tôt pour une raison. Elle se leva et se dirigea vers son horloge de grand-père. Elle la régla. Elle attendit. Lorsque l'heure sonna 3 minutes plus tôt, comme celle de Josiah, un compartiment près de la base s'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait une photographie. Ni de guerre ni de poésie, mais d'une femme, plus jeune, terrifiée, tenant un nouveau-né dans ses bras, gribouillé au dos. Pas Geoffrey, son fils. Les doigts de Miss Marple se resserrèrent autour de la photographie. Geoffrey Blackwood était un mensonge. Et quelque part, le véritable héritier se trouvait là, inconnu, non réclamé et en danger. Les pas que la veuve prétendait ne pas avoir entendus n'étaient pas seulement ceux d'un tueur. C'étaient les premiers échos d'un retour secret à la maison. Chapitre 4. L'horloge qui sonnait 2 fois à minuit. Ce ne fut pas le tonnerre qui réveilla Miss Marple cette nuit-là, ni les aboiements lointains de l'épagnole de M. Hargreaves, mais le son caractéristique de l'horloge de Pendlebury House qui sonnait dans l'obscurité. Sa fenêtre était légèrement entr'ouverte et le vent avait transporté le son par-dessus les champs bordés de haies jusque dans ses rêves. 12 coups, forts et délibérés, puis une pause anormale et un 13e. Le coup supplémentaire résonna dans l'air comme une fausse note à la fin d'un hymne solennel. Elle se redressa dans son lit, son châle déjà enroulé autour de ses épaules par instinct. Les horloges ne mentent pas, avait écrit Josiah Blackwood, mais celle-ci venait d'annoncer quelque chose de terriblement déplacé. Lorsqu'elle atteignit Pendlebury House, l'orage était de retour. Sa lanterne à huile vacillait comme le feu d'un navire lorsqu'elle franchit le portail du jardin. La porte d'entrée était entr'ouverte, de nouveau. Personne ne l'avait entendu frapper. À l'intérieur, une faible lueur jaillissait du bureau. Le reste de la maison demeurait silencieux. Miss Marple franchit le seuil avec précaution. Le sol était humide. Des traces de pas s'étalèrent dans le couloir principal, en direction du bureau. La pluie les avait effacées, mais pas suffisamment pour en dissimuler la forme. Des bottes d'homme, à bout étroit. Pas celles de l'agent Cresswell, dont elle avait souvent remarqué les semelles sur les chemins du village. Non, celle-ci appartenait à quelqu'un d'autre. Légère, prudente. Le bureau était chaleureux et faiblement éclairé. Le feu venait d'être allumé, bien que la gouvernante ait prétendu avoir fermé à clé à 10 heures. Sur le bureau se trouvait une tasse de thé encore fumante, à côté d'un mouchoir plié, brodé des initiales E.M., Eliza Marchmont. Mais elle n'était pas là. Miss Marple se dirigea droit vers l'horloge de parquet. Elle examina son cadran, qui affichait toujours 12 heures. Elle s'agenouilla près d'elle et ouvrit à nouveau le panneau dissimulé. Le compartiment était maintenant rempli d'autre chose. Des photographies, vieilles dont les bords étaient recourbés, et un second journal. Pas celui de Josiah cette fois. Elle le souleva délicatement. À l'intérieur se trouvaient plusieurs entrées, écrites d'une écriture irrégulière. L'encre bavait légèrement, comme si les pages avaient été écrites à la hâte ou avec des doigts tremblants. Les premières entrées étaient anodines, remarques sur les événements du village, les précipitations, les ragots locaux. Puis à mi-chemin, les choses changèrent. Elle est revenue. Elle veut la clé. Elle prétend vouloir tourner la page, mais c'est la vengeance. Ou la peur. Je ne sais plus laquelle. Elle dit que Geoffrey est l'héritier, mais je sais qu'il ne l'est pas. Elle sait que je sais. Le garçon a disparu. Son fils a disparu il y a 21 ans. Elle a accusé Alaric. Mais ce n'était jamais Alaric, c'était moi. Le cœur de Miss Marple battait douloureusement dans sa poitrine. Elle relut la phrase 2 fois de plus, laissant ses implications se cristalliser. Pas Alaric. Josiah lui-même avait pris l'enfant, ou l'avait caché, ou peut-être l'avait-il renvoyé. Mais pourquoi? L'horloge claqua au-dessus d'elle. Elle indiquait minuit 1 minute. Elle leva les yeux et se figea. Quelqu'un se tenait dans l'embrasure de la porte. La silhouette s'avança. Un homme grand, peut-être d'une 30aine d'années, les cheveux mouillés plaqués sur le front, et un trench coat trempé lui moulant le corps. Il ne parut pas surpris de la voir là.
Vous êtes Miss Marple, dit-il d'une voix calme mais teintée de lassitude. Je le suis, répondit-elle d'un ton égal, gardant le journal caché derrière sa jupe. Je m'appelle Edward Merton. Je suis venu voir Josiah Blackwood, mais, bon, je suppose que je suis en retard. Plutôt, dit-elle doucement. Il est mort depuis presque une semaine. Je sais, dit Edward, mais je ne suis pas venu lui rendre hommage. Elle étudia son visage à la lueur du feu. Ses traits étaient anguleux, son regard hanté. Il y avait quelque chose dans son attitude, calme mais vigilante, qui lui rappelait un autre visage qu'elle avait vu, sur la photo de guerre. « Connaissez-vous mademoiselle Elisa Marchmont » demanda-t-elle soudainement. Il hésita. « Je ne connais personne de ce nom. J'ai du mal à y croire. » Édouard fit un pas de plus dans la pièce et jeta un coup d'œil à l'horloge. « 30 heures ont sonné, dit-il. Il y a 1 minute. Oui, tu as fait ça? Non, c'est l'horloge qui l'a fait. » Il sembla peser soigneusement sa réponse. Puis avec un soupir, il sortit une petite enveloppe de la poche de son manteau. « C'était dans les affaires de ma mère, dit-il. Je l'ai trouvée dans un livre qu'elle cachait dans une boîte à couture. Elle m'a dit de ne l'ouvrir que si j'étais en danger. » Miss Marple prit l'enveloppe avec précaution. L'écriture au recto était sans équivoque, celle de Josiah. Elle l'ouvrit, déplia la feuille à l'intérieur et lut. « Si Édouard trouve ça, c'est lui mon héritier. Pas Geoffrey, pas le faux. Si Elisa essaie de l'en empêcher, montre-lui la photo dans l'horloge. » Miss Marple fixait le garçon. Non, l'homme, devant elle. « Tu n'es pas Geoffrey Blackwood, dit-elle doucement. »« Non, répondit-il. Je suis Edward Renton. » Elle cligna des yeux. « Le fils de la veuve. » Il hocha la tête. « Elle m'a dit que mon père était mort à la guerre. Mais il n'y a aucune trace de lui. Rien. Mon acte de naissance ne mentionne même pas son nom. Mais à 15, j'ai trouvé une lettre, cachée dans un recueil de poèmes. Elle disait de retrouver Josiah Blackwood, qu'il avait des réponses, qu'il me devait quelque chose. » Elle expira lentement. « Alors tu es venu? J'ai suivi les articles dans les journaux. J'ai vu l'annonce de sa mort. Je suis arrivé hier. Je ne savais pas par où commencer, alors j'ai attendu. Puis j'ai entendu la sonnerie de cette maison ce soir. Le son était étrange, incorrect. Alors je suis venu. » Miss Marple se tourna vers l'horloge. « Vous l'avez entendu depuis le champ? » ?»« Oui. » Elle examina le mécanisme derrière le cadran. Le levier de la sonnerie avait été manipulé, réajusté pour répéter la sonnerie de minuit après une pause, délibérément. Quelqu'un l'avait réglé pour qu'il sonne. « C'était un signal, » dit-elle à voix haute. Josiah l'a laissé pour dire à quelqu'un que la vérité était là. « Et maintenant c'est moi, » dit Edward. « Pas encore, » murmura-t-elle. Elle se tourna à nouveau vers le journal. Leur dernière entrée avait été écrite d'une main tremblante. « Si je pars avant de parler, dis la vérité. Ce garçon était à moi. Elisa ne m'a jamais pardonné. Elle a dit à Alaric qu'il était à lui. Mais elle a menti. J'ai essayé de lui donner de l'argent, de la mettre à distance. Elle n'a pas voulu. Elle est revenue l'année dernière et m'a dit que si je ne signais pas tout au nom de Geoffrey, elle veillerait à ce que le vrai fils ne découvre jamais la vérité. Alors j'ai menti. J'ai falsifié le testament. Mais j'ai laissé le reste là où quelqu'un d'intelligent pourrait le chercher. » Miss Marple leva les yeux vers Edward. « Ta mère a menti pour te protéger ou pour se protéger elle-même? Peut-être les deux. » Il s'assit lourdement sur la chaise en face du feu. « Et maintenant ?»« Maintenant, » dit-elle en se levant. « Voyons si le testament existe toujours. Et sinon, trouvons quelqu'un qui a vu Elisa le jour de sa disparition. » Dehors, l'orage était passé. L'air était encore lourd, mais les nuages se dissipaient. Et à l'intérieur de Pendlebury House, l'horloge tic-tac, silencieuse désormais. 12 coups avaient sonné, mais c'était le 13e qui avait tout réveillé. Chapitre 5. Le testament écrit à l'encre qui disparaît. L'orage était passé, mais le ciel restait bas sur Elmswood, tel un drap humide et étouffant. Des nuages couleur de parchemin froissé flottaient au-dessus de nos têtes, et les haies laissaient s'écouler la rosée sur les ruelles étroites. Le village gardait son silence habituel, seulement troublé par les corbeaux et le tintement des cloches. Mais à Pendlebury House, un silence plus calme, plus inquiétant, subsistait, celui qui suit une vérité presque énoncée. À 6h30 ce matin-là,
Miss Marple se tenait seule dans le bureau, ses doigts gantés caressant le bureau de Josiah Blackwood. Elle était rentrée avant le petit déjeuner, alors que la plupart des habitants dormaient encore. La pièce était restée intacte depuis la veille et, pourtant, quelque chose la rongeait. L'horloge avait été remise à l'heure. Le journal était rentré sous le plancher. Edward Renton, ou plutôt Edward Blackwood, bien qu'aucun document officiel ne le désigne encore ainsi, s'était réfugié dans la maison du jardinier pour éviter d'attirer l'attention. Mais quelque chose d'autre, quelque chose d'insignifiant et de terriblement important, persistait. Elle porte son attention sur le coffre-fort, discrètement dissimulé derrière un paysage délavé. L'agent Cresswell l'avait forcé quelques jours plus tôt, et à l'intérieur, ils avaient découvert ce qu'ils pensaient être le testament de Josiah, désignant Geoffrey Blackwood, le neveu, comme unique héritier. Mais la signature avait toujours semblé trop nette, trop précise. Et maintenant, avec l'apparition d'Edward et la découverte des pages du journal secret, il semblait plus certain que jamais que ce document n'était pas destiné à durer. Elle demanda qu'on lui apporte à nouveau le testament. Cresswell s'exécuta. Le document fut posé à plat sur la table d'étude. Un vieux parchemin, élégamment écrit, aux lignes toujours nettes et lisibles. Mais Miss Marple ne regardait pas les mots, mais l'encre. Elle sortit un mouchoir de sa manche, l'humidifia avec un peu d'eau du vase à fleurs et tamponna le bord de la signature. Le nom est devenu flou, très légèrement. Elle tamponna à nouveau, lentement, méthodiquement, et sous ses yeux, l'encre s'estompa. Pas seulement la signature, le paragraphe au-dessus, puis le reste. La volonté entière s'évanouit sous leurs yeux. L'agent Cresswell resta figé. « Seigneur !» « De l'encre qui disparaît, » murmura Miss Marple. « Du genre vendu dans les boutiques de fantaisie ou chez les magiciens. Très astucieux, très rare. Pas permanent, mais crédible un jour ou deux, juste assez longtemps pour tromper. Mais alors il n'y a pas de volonté ? Oh, il y en avait un, mais il a été remplacé. » Elle se tourna vers l'agent. C'était un plan. Eliza Marchmont, ou quelqu'un qui travaillait pour elle, a introduit cette version dans la maison après la mort de Josiah. Probablement le soir même où elle s'est fait passer pour une livreuse. Cresswell cligna des yeux. Elle a remplacé le vrai par ce faux ? Tout à fait. Et elle a brûlé l'original, je suppose. Mais pas avant d'avoir créé un faux héritier pour exaucer ses vœux. Geoffroy, en effet. Le gendarme fronça les sourcils. Mais il y a espace de Geoffrey. Blackwood. Miss Marple hocha la tête solennellement. Plus maintenant. Geoffrey le vrai est mort il y a de nombreuses années. Je soupçonne Eliza d'avoir usé de son identité à plusieurs reprises, l'adoptant pour influencer et manipuler. Mais en réalité, il n'était qu'un masque. L'héritage était son objectif. Edward, bien sûr, est l'héritier légitime. Le propre fils de Josiah, bien qu'illégitime. Caché pour éviter le scandale. Protégé peut-être par la culpabilité. Cresswell se frotta la tempe. Mais nous n'avons plus de testament signé. Miss Marple se tourna vers l'âtre, où flottait encore une fine ligne de fumée provenant du feu de la veille. Accroupie, elle inspecta la grille. Dans ses cendres gisaient les restes de plusieurs lambeaux enroulés, des fragments de parchemin, maculés d'encre et brûlés. Avec un soin délicat, elle en souleva un. De l'autre côté du bord noirci, une phrase restait intacte. « À mon fils, Edward !»« Voilà, » murmura-t-elle. « C'est ce qu'elle a. Détruit. Est-ce que cela pourrait être prouvé ? Pas comme ça, amie Miss Marple. Mais cela prouve qu'elle le craignait. Et les gens ne craignent que ce qui menace leur emprise. » Cet après-midi-là, Miss Marple se promena jusqu'à Ivy Hollow. Le chemin était boueux et luisant sous la pluie, mais elle avançait avec autant de régularité que d'habitude, ses bottes s'arrêtant sur le chemin adouci. La veuve, Lydia Renton, ouvrit la porte, les yeux rouges et un sourire prudent. C'était le genre de sourire porté non par hospitalité, mais par dissimulation. « Bonjour, Madame Renton, » dit Mademoiselle Marple d'une voix douce. « Puis-je vous déranger un instant pour discuter ?» La veuve hésita. « Est-ce à propos de... Edward ?»« D'une certaine manière, » répondit Miss Marple en entrant. Le salon était à nouveau impeccable. Des fleurs fraîches dans un vase, une tasse de thé, encore fumante, posée juste à côté.
Mais sous la surface, la tension était aussi forte qu'une corde à piano. « Vous l'avez bien élevé ?» dit doucement Miss Marple. « C'est un homme bien. » Calme, attentionné. Et il est revenu pour plus qu'un héritage. « Je ne le lui ai jamais dit, » dit la veuve, la voix rauque. « Je n'en ai jamais eu l'intention. » Mais Josiah l'a fait, d'une manière ou d'une autre. Miss Marple posa délicatement ses gants sur le rebord de la fenêtre. Il lui avait laissé une lettre. Et c'était peut-être la seule chose qu'Elisa Marchmont ignorait. Les yeux de la veuve vacillèrent. « Elisa, elle n'a jamais voulu lui faire de mal, tu sais. Seulement pour… » Miss Marple l'interrompit doucement. « Pour punir le père ? Ou pour punir toi peut-être ? Tu étais autrefois son rival. » Un long silence s'ensuivit. Puis la veuve murmura. « Il ne l'aimait pas. Il m'aimait. Mais elle était dangereuse et intelligente. Elle savait déformer l'histoire, faire culpabiliser tout le monde pour des choses qu'il n'avait pas faites. »« C'est précisément ce qu'elle fait en ce moment, » dit Miss Marple. « Le faux testament, la fausse identité, l'encre qui disparaît. Tout est si précis, si performatif. » Le regard de Madame Ranton se durcit. « Elle m'a menacé une fois. Elle a dit que si je disais la vérité, elle ruinerait Édouard, qu'on le traiterait d'escroc, de voleur. »« Alors je dirais qu'elle bluffe, » dit Miss Marple en haussant les sourcils, « parce qu'il n'est ni l'un ni l'autre. » Plus tard dans la soirée, Miss Marple revint à Pendlebury House avec un petit paquet enveloppé dans du papier Kraft. Elle demanda à parler à Edward, qui était maintenant assis seul dans le bureau, contemplant la pelouse embrumée. « J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser, » dit-elle en lui tendant le colis. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un vieux livre abîmé, poème de William Cowper. La couverture est craquelée, les pages sont légèrement déformées par le temps. « C'était à Josiah, » dit Miss Marple. « Il l'a prêté à ta mère. Et à l'intérieur, là, au fond, tu trouveras autre chose. » Edward tourna les pages avec précaution. Vers la fin, glissée dans le dos, se trouvait une enveloppe pliée. Il l'ouvrit lentement. Il ne contenait qu'une seule page, écrit de la main reconnaissable entre mille de Josiah Blackwood, et signé non pas avec de l'encre qui disparaissait, mais avec une large touche noire qui se maculait jusqu'à la page suivante. « Je lègue l'intégralité de mes biens à Edward Renton, que je considère comme mon fils et héritier par le sang. Qu'il me pardonne mon silence, et sache que telle est ma vérité, même si je meurs sans honneur, que ce testament soit conservé à la place de l'original. » Edward le regarda fixement, ses doigts tremblants. Miss Marple lui adressa un petit sourire triste. « Un testament peut être détruit, mais une confession peut parfois avoir plus de poids, surtout lorsqu'elle est témoignée. »« Vous en avez été témoin ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « J'ai pris la liberté de demander à l'agent Cresswell et au révérend Hargreaves de se joindre à nous. Ils seront bientôt là. » Les yeux d'Edward s'emplirent de larmes. Pourquoi le cacherait-il comme ça ? « Parce qu'il avait honte, » répondit-elle. « Honte du passé, de la façon dont tout cela s'était passé. Mais il essayait, dans ces dernières heures, de réparer les dégâts. » Dehors, une bruine fraîche commença à tomber, rendant l'air doux et lourd de terre. Les horloges de la maison tic-taquaient, comme si de rien n'était. Et pourtant, le temps avait tourné. Mais juste au moment où Miss Marple se dirigeait vers la porte, quelque chose attira son attention. Une vague silhouette au bord du sous-main de Josiah. Pas d'écriture. Une forme. Elle se pencha. C'était l'impression d'une clé. Une petite. Pas une clé de maison. Un coffre-fort peut-être. Et en dessous, gravé si faiblement qu'il fallait plisser les yeux pour le voir, un nom. Sous la chapelle. Miss Marple se redressa lentement. Le secret n'était pas encore entièrement révélé. Et quelqu'un d'autre, semblait-il, avait caché bien plus qu'un testament. Chapitre 6. L'invité qui n'a jamais signé le registre. La pluie était revenue sur Elmswood avec une persistance froide et impitoyable, trempant le village d'une brume grise qui semblait s'accrocher à tout ce qu'elle touchait. Pendlebury House, déjà chargé de secrets, ressemblait désormais plus à un mausolée qu'à un manoir. Ses pierres recouvertes de lierre étaient lisses et noires sous l'averse, ses hautes fenêtres capturant les lueurs des bougies comme des regards vigilants. Mais dans la chaleur du salon, l'âtre crépitait d'une vie provocante,
projetant des ombres dorées sur les murs lambrissés. Miss Marple était assise près du feu, son tricot intact sur ses genoux, ses pensées s'agitant bien plus vite que ses mains. Plus tôt dans l'après-midi, l'agent Cresswell avait remis un rapport bref mais significatif qui avait bien plus perturbé Miss Marple qu'elle ne le laissait paraître. L'aubergiste local, monsieur Phelps du Three Pines, avait finalement accédé à sa discrète demande d'examiner le registre des clients des 2 semaines précédentes. Ce dernier avait révélé ce qu'elle craignait et ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps. La nuit précédant la mort de Josiah Blackwood, quelqu'un avait séjourné au Three Pines sous un nom inconnu. Une chambre avait été occupée, le lit occupé, la bassine vidée et le petit déjeuner facturé, mais personne n'avait signé le registre. Ni initiale, ni pseudonyme. Rien. Miss Marple comprenait mieux que quiconque que les noms n'étaient utiles qu'aux honnêtes. C'était l'invité anonyme, celui qui évitait délibérément d'être compté, qui suscitait toujours le plus d'intérêt. « Qui a loué la chambre ?» avait-elle demandé. Phelps s'était gratté la tête. « C'est bizarre, Miss Marple. » Je ne m'en souviens plus très bien. Son visage me semblait pourtant familier. Peut-être de l'époque de la guerre. Il avait cet air troublé, pâle, silencieux. Il ne parlait pas. Beaucoup. Elle avait hoché la tête, l'avait remercié et était partie. Assise devant le feu, elle examinait chaque fait comme si elle assemblait un puzzle au clair de lune. Josiah Blackwood avait été assassiné dans une pièce fermée à clé. Le testament désignant son héritier avait disparu puis réapparu, falsifié, à l'encre évaporée. Edward Renton, son véritable fils, avait enfin refait surface. Eliza Marchmont, autrefois méprisée et amère, avait refait surface tel un fantôme portant un poison. Mais un nouveau personnage était entré dans l'histoire. Ni Geoffrey, ni Edward, ni Eliza, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un arrivé juste avant le meurtre, sans laisser de nom, et qui avait disparu avec la pluie. À ce moment-là, la gouvernante entra, troublée, portant un paquet taché de pluie. « Ceci est pour vous, Miss Marple. » Déposé sur le perron sans mot. C'était une simple boîte marron, fermée par une ficelle. Miss Marple l'accepta sans un mot, examinant le nœud. Noué par un gaucher, à Hansander, jugé par la boucle torsadée. La boîte avait été enveloppée de pages de l'Illustrated London News, un vieux numéro daté de 3 ans. Elle l'a défait lentement. À l'intérieur se trouvait un gant d'homme en cuir, usé et craquelé aux jointures, et une partition pliée. La partition m'était inconnue, mais le titre était légèrement écrit au crayon, en haut, « Nocturne pour un enfant sans nom ». Miss Marple le fixa pendant très longtemps. Plus tard dans la soirée, alors que la plupart des invités étaient là couchés, elle demanda à Edward Renton de la rejoindre dans la salle de musique. L'orage s'était atténué, et la lueur des bougies dansait sur le couvercle du piano à queue, tels des spectres pris au piège dans une salle de bal. « Ta mère, dit-elle doucement, avait-elle un penchant pour la musique ?» Il leva les yeux, surpris. « Non, pas du tout. Je ne crois pas qu'elle ait jamais joué une seule note de sa vie. »« Ton père ?»« Le capitaine Renton. »« Non, il ne savait même pas siffler. Juste. »« Et Josias ?» Édouard hésita. « Il avait un phonographe. Il jouait des morceaux étranges. Du classique. Parfois, du jazz. Rien de familier. » Miss Marple ouvrit la partition et la posa sur le pupitre du piano. Elle a été laissée sur le pas de la porte, avec un gant. Édouard l'examina. Étrange. Miss Marple hocha la tête. Étrange, en effet. Surtout quand on sait que Josiah Blackwood avait perdu son gant droit durant l'hiver 1938 et ne l'avait jamais remplacé. Un homme habillé, comme une horloge, toujours en ordre. Et pourtant, il marchait d'une seule main en janvier. Édouard cligna des yeux. « C'est à lui ?» ?»« Non, dit-elle doucement. Mais quelqu'un veut qu'on pense, c'est vrai. Quelqu'un essaie de suggérer que Josiah a eu un enfant sans nom. Tu penses que c'est une menace ? Je pense que c'est une distraction. » Elle reporta son attention sur la partition. Il y avait un filigrane dans le coin supérieur droit, à peine visible mais distinct. Une série d'initiales à peine visibles. « Suis Anselme Marchmont, murmura-t-elle. Son frère. Il a composé sous ce nom dans les années 920. Il est devenu fou en 1931. L'asile a brûlé 6 ans plus tard.
mais pas avant d'avoir envoyé plusieurs de ses dernières compositions à... Elle s'est figée. À Josiah Blackwood. Edward fronça les sourcils. Pourquoi? Ils étaient amis. Tous deux ont servi pendant la guerre. Anselm a sauvé la vie de Josiah lors d'un raid aérien. En échange, Josiah a promis de protéger Elisa. Et maintenant, quelqu'un a trouvé un de ces morceaux et s'en est servi pour nous perturber. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Cresswell entra, le visage pâle. Il y a eu un cambriolage au presbytère, dit-il rapidement. L'arrière-salle a été saccagée. Le révérend Hargreaves a dit que rien n'avait été volé, sauf son livre d'or, celui que Miss Marple a consulté la semaine dernière. Edward leva les yeux. Mais pourquoi voler ça? Miss Marple se leva. Parce qu'il contient la preuve d'une visite que quelqu'un prétend n'avoir jamais faite. Elle prit son manteau et son parapluie, et 22 minutes plus tard, ils atteignirent le presbytère. La bibliothèque du révérend était en désordre. Des livres jonchaient le sol, les tiroirs de son bureau étaient ouverts brusquement. Miss Marple scruta la pièce. « Ce n'est pas un cambrioleur ordinaire, dit-elle. Ils auraient pris l'encrier en argent ou les pièces du plateau de don. » Elle s'approcha du mur et jeta un coup d'œil au calendrier. Une date apparut faiblement encerclée. 14 mars. Elle se tourna vers le révérend. « Qui vous a rendu visite ce jour-là » Il fronça les sourcils. « Oh, laissez-moi réfléchir. Oui, mademoiselle Marchmont est venue parler de la messe de Pâques. Elle a dit qu'elle était de passage et qu'elle était nostalgique. C'est curieux, dit Miss Marple, car dans sa déposition aux gendarmes, elle a affirmé ne pas avoir remis les pieds à Elmswood depuis 20 ans. Mais, cela prouve qu'elle était ici il y a quelques mois à peine. Mais le livre a disparu, dit Edward. Comment le prouver? Miss Marple sourit faiblement, en demandant qui d'autre l'a vu ce jour-là. Ils ont trouvé leur réponse, non pas dans les archives, mais dans les ragots. Le lendemain matin, Miss Marple rendit visite à la femme de l'épicier, Madame Alberne, qui se souvenait avoir vu Elisa Marchmont marchander du beurre, comme une reine se faisant passer pour une simple citoyenne. Et au maître de poste, M. Gray, qui se souvenait d'une grande femme envoyant une lettre à un notaire de Londres, depuis la boîte postale du village, affranchie du 14 mars. Cet après-midi-là, avec l'aide de Cresswell, Mademoiselle Marple remonta le nom du notaire jusqu'à un certain Monsieur Howard Lemont, à Belgravia. Elle appela le central du village et posa une question simple. « Avez-vous reçu des instructions de Mademoiselle Marchmont au nom de Monsieur Geoffrey Blackwood ?»« Oui, répondit-il. Daté du 15 mars. Le timing était clair. Le testament falsifié avait été mis en œuvre des semaines avant la mort de Josiah. Non pas par deuil, mais par planification. Lorsque Miss Marple revint à Pendlebury House, elle trouva Edward debout au piano, le nocturne toujours ouvert. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez » a-t-il demandé. « Oui, dit-elle. L'invitée qui n'a jamais signé le registre n'était pas une inconnue. C'était Elisa Marchmont elle-même, se cachant derrière le silence. Et, maintenant nous savons pourquoi. Elle devait être introuvable la nuit où elle a échangé le testament. » Edward expira lentement. « Et maintenant ?» Elle baissa les yeux sur la partition, les initiales, l'indice que personne d'autre n'avait remarqué. « Elisa n'a pas agi seule, » dit Miss Marple. « Il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un est toujours dans cette maison. Quelqu'un qui l'a laissé entrer. » Les yeux d'Edward se plissèrent. « Tu crois qu'il y a un complice ?» Elle fouilla dans son sac et en sortit l'empreinte qu'elle avait prise sur le sous-main. Le contour flou de la clé manquante. Et en dessous, le nom, sous la chapelle. Elle le tendit à Edward. « Il est temps, dit-elle, d'ouvrir l'endroit que Josiah craignait le plus. » Et tandis que la tempête se rassemblait à nouveau à l'ouest, plus sombre cette fois, et se déplaçant rapidement à travers la lande, la maison se préparait au secret qui l'attendait sous ses fondations, là où les morts ne se reposaient plus et où les vivants avaient commencé à mentir plus bruyamment que jamais. Chapitre 7. Un tiroir que Miss Marple n'aurait pas dû ouvrir. Le vent avait tourné ce matin-là. Il ne murmurait plus de secrets à travers les haies, mais pesait lourdement sur les vitres de Pendlebury House, tel un avertissement. Le ciel était bas, gris et menaçant, comme si une partie du temps lui-même comprenait que la maison était en équilibre sur le fil du rasoir. Miss Marple arriva peu après le petit déjeuner, accueillie par
Un silence feutré qui s'étendait dans les couloirs, tel le silence précédant une confession. Le personnel s'avançait silencieusement, les yeux baissés. Un chandelier était tombé dans la nuit et s'était brisé dans le couloir, mais personne n'avoua l'avoir entendu. Signe peut-être que la maison commençait à s'agiter. Elle se dirigea vers le bureau privé de Josiah Blackwood, le plus petit, caché derrière la bibliothèque, et utilisé, lui avait-on dit, uniquement lorsqu'il souhaitait être totalement tranquille. C'était une pièce où personne n'était entré depuis sa mort. Même l'agent Cresswell n'y avait pas été autorisé, bien qu'il l'ait noté sur sa liste. Un passe-partout rouillé, trouvé quelques jours plus tôt dans une plainte creuse sous la chapelle, se trouvait maintenant dans son sac à main, lourd de sous-entendus. Edward Renton avait proposé de l'accompagner, mais Miss Marple déclina. Elle devait y aller seule. Parfois, une pièce ne parlait qu'à voix basse, et la présence d'autrui la perturbait. La porte s'ouvrit avec réticence. À l'intérieur, l'air était chargé de moisis, chargé de poussière et de désuétude. Une seule fenêtre laissait entrer un mince rayon de lumière matinale, attrapant les particules sur son passage comme de la fumée. Le mobilier était sobre. Un bureau, une armoire et un fauteuil délavé près de la cheminée. Des livres étaient empilés haut contre un mur, sans étiquette, et au centre, immobile et intact, se dressait une haute commode en acajou. C'est vers ce coffre que Miss Marple se tourna alors. Il y avait 6 tiroirs au total. 5 d'entre eux contenaient ce qu'on attendait. Des registres, des lettres, des cartes de réseau ferroviaire, une partie des chèques à moitié terminée, figés dans une boîte. Mais le 6e, celui du bas, résista. La serrure était vieille et fragile, son fer noirci par le temps. Elle glissa la clé. Elle hésita, puis tourna avec un clic hésitant. À l'intérieur se trouvait un seul dossier en papier Kraft. Elle l'attrapa lentement. Il contenait des photographies, une vingtaine, peut-être plus, chacune soigneusement montée sur du papier cartonné noir. C'étaient des images granuleuses et délavées, chacune représentant une personne sur le terrain de Pendlebury House. Mais il ne s'agissait pas de portraits de famille. Il s'agissait de prises de vue de surveillance. Des sujets inconscients, pris à mi-chemin, à demi-tournés, regardant souvent par-dessus leur épaule. Les personnages étaient toujours isolés, toujours seuls, et l'un d'eux apparaissait plus fréquemment que les autres. Eliza Marchmont. Miss Marple le fixa. Les dates, inscrites au crayon sous chaque image, s'étalaient sur des années. Eliza avait visité le domaine au moins 6 fois au cours de la dernière décennie. Pas 2 fois, comme elle l'avait prétendu. 6 en 1935, 1938, 1942, 1947, 1951, et de nouveau 2 mois seulement avant la mort de Josiah. La dernière photographie, sans aucune date, la montrait debout près de la porte de la chapelle parlant à quelqu'un hors champ. L'ombre de la 2e silhouette était visible, mince et voûtée. Miss Marple perdit son souffle. Elle a reconnu la silhouette. Pas Eliza, pas Geoffrey, mais Madame Renton, la veuve. Elle rangea les photos dans le dossier et s'apprêtait à refermer le tiroir lorsqu'elle remarqua une petite enveloppe carrée coincée dans le coin du fond. Contrairement au reste des papiers, elle était sans étiquette, scellée à la cire, mais sans adresse. Elle l'ouvrit, brisant délicatement le vieux sceau. À l'intérieur se trouvait un mot, griffonné de la main agitée de Josiah. Si elle revient, ne la laissez pas entrer. Elle sait pour le tiroir. Elle sait ce que j'ai vu. Lydia s'en souvient peut-être, mais elle ne doit pas parler. J'ai peur que sa mémoire lui revienne. Les doigts de Miss Marple tremblaient légèrement lorsqu'elle remit la lettre et s'éloigna du bureau. La porte de la chambre était toujours ouverte derrière elle. Le couloir était vide, mais la sensation d'être observée l'enveloppait comme du lierre. Elle referma doucement le tiroir. Trop tard. Ce soir-là, de retour à son chalet, elle examina les photographies à la lumière d'une lampe. Elle avait pris la liberté d'emprunter le dossier, discrètement, comme on le fait face à des vérités trop fragiles pour résister à l'examen. Elle les disposa sur la table du salon, par ordre chronologique. Sur chaque image, Eliza apparaissait légèrement différente. Posture plus prudente, regard plus perçant, mouvement plus calculé. Elle observait quelque chose, ou quelqu'un. Toujours juste assez loin pour ne pas être détectée, mais assez près pour écouter. Et puis, il y avait Lydia Renton, figée dans cette dernière image,
la tête penchée en pleine conversation avec Elisa, comme si elles échangeaient quelque chose qu'elles avaient longtemps gardé secret. Miss Marple se versa une tasse de thé et regarda les photos jusqu'à ce que la lumière change. Le lendemain matin, elle traversa le village avec détermination, ne s'arrêtant qu'une seule fois chez l'épicier pour poser une question curieuse sur les livraisons à Ivy Hollow au cours du dernier mois. « Comme d'habitude », dit l'épicier. « Du thé, du sucre, du savon. Oh, et une demande étrange il y a quelques semaines. »« Oui ?» demanda Miss Marple d'un ton parfaitement neutre. Lydia a demandé du permanganate de potassium. Elle a dit que c'était pour le jardin. Mais elle n'a pas de jardin. Miss Marple hocha la tête. Le permanganate de potassium, un composé chimique. À forte dose, il pouvait être utilisé pour traiter les infections fongiques, mais en solution plus faible et diluée, souvent utilisé dans un curieux tour de passe-passe en temps de guerre, il effaçait l'encre. Pas immédiatement, mais progressivement. Lentement. Presque invisiblement. Lorsqu'elle revint à Pendlebury House, le brouillard avait recommencé à s'abattre, épais et bas, comme une masse rampante venant des champs. Édouard la rejoignit dans le couloir. Il l'attendait. « Elle est partie, dit-il. »« Lydie ?» Il hocha la tête. « Partie ce matin. Elle a dit qu'elle devait rendre visite à sa sœur dans le Hampshire. Pas d'adresse de réexpédition. Pas d'explication. » Miss Marple soupira. « Alors j'avais raison. Elle a ouvert le tiroir aussi. » Édouard cligna des yeux. « Tu crois qu'elle était au courant ?»« Je crois, » dit lentement Miss Marple, qu'elle craignait ce qu'il contenait. Et quand elle a réalisé que je l'avais vu, elle a compris que ce n'était qu'une question de temps avant que je ne reconstitue le reste. Elle lui tendit la photo, celle de Lydia et Elisa près de la porte de la chapelle. Ils étaient dans le même bateau autrefois. Peut-être le sont-ils encore. Peut-être que Lydia gardait le silence par culpabilité, ou par peur. Mais Josiah la soupçonnait. Ce mot, Edward, disait qu'elle se souvenait de quelque chose qu'il avait autrefois enfoui. Edward baissa les yeux sur la photo, puis la regarda. « Que faisons-nous maintenant ?» Miss Marple ajusta ses gants. « Maintenant, cessons de nous demander qui a falsifié le testament et commençons à nous demander qui était vraiment censé le trouver. Car je crois que Josiah a laissé des miettes de pain. L'horloge, l'encre, le tiroir caché. Tout cela était censé mener à quelque chose de plus profond, peut-être à ce qui se cache sous la chapelle. Mais il n'a jamais eu le temps de terminer la piste. « Alors nous le ferons », dit doucement Edward. Miss Marple regarda par la fenêtre tachée de pluie. L'orage se préparait à nouveau, et quelque part un secret murmurait encore à travers les vieux murs de pierre de Pendlebury House, attendant d'être entendu par la seule femme qui n'aurait jamais dû ouvrir le tiroir, mais qui n'avait pas d'autre choix que de le faire. Elle s'est détournée de la fenêtre. « Prends ton manteau, Edward, dit-elle. On descend. » Chapitre 8. Ce que l'horloger mort cachait derrière le pendule. L'orage avait éclaté au petit matin, mais le village tremblait encore sous une épaisse humidité qui recouvrait les haies et les pierres tombales moussues, tel un linceul de deuil. Pendlebury House était enveloppé d'un silence plus profond que d'habitude, celui qui suit non seulement un décès, mais aussi la certitude que quelque chose de plus se prépare, quelque chose de terrible et longtemps retardé. La pluie avait détrempé le chemin de la chapelle, et les traces de boue sur les dalles, de pierre à l'intérieur n'étaient pas toutes fraîches. Certaines avaient séché en demi-lune depuis des jours, ignorées de tous, sauf de Miss Marple, qui les remarquait maintenant avec un sentiment d'inéluctabilité. La chapelle avait autrefois été un lieu de réconfort, ses étroits vitraux filtrant une faible lumière sur des bancs poussiéreux et un autel en ruine. Mais pour Josiah Blackwood, le défunt horloger, c'était clairement autre chose. Elle et Edward Renton étaient revenus en ce lieu, non pour prier, mais pour une révélation. Le mot caché dans le tiroir, celui qu'il espérait ne jamais retrouver avant la fin, mentionnait la chapelle et le pendule. Et Miss Marple n'ignorait jamais les références aux horloges, surtout lorsqu'elles étaient laissées par un homme qui avait bâti sa vie autour d'elle. Elle se tenait maintenant devant l'horloge de parquet. Elle se dressait au fond de la chapelle, à côté d'un confessionnal en chêne sculpté, dont le boîtier était aussi orné qu'inquiétant, le bois noirci par le temps. Le pendule oscillait avec une précision surnaturelle, trop stable, trop parfaite, comme s'il dissimulait ses propres battements de cœur.
Josiah l'a construite lui-même, dit doucement Edward à côté d'elle. Il a dit que c'était l'horloge la plus précise du comté. Oui, murmura Miss Marple, parce qu'il ne mesurait pas le temps. Il mesurait le silence. Elle s'accroupit lentement, inspectant le panneau inférieur. Ses doigts parcoururent la base jusqu'à ce qu'elle la trouve. Une minuscule imperfection dans le grain. Elle appuya doucement, et avec un clic, le panneau latéral se décala vers l'intérieur. Derrière lui se trouvait un petit loquet en laiton. Edward s'approcha, le souffle coupé. Miss Marple tourna le loquet, et le panneau s'ouvrit avec un grincement. À l'intérieur se trouvait un compartiment dissimulé derrière le poids oscillant du pendule. Ce qu'il contenait n'était pas immédiatement clair. Il faisait sombre, et l'espace dégageait une légère odeur de métal et de vieux vernis. Mais en y plongeant la main, ses doigts touchèrent à quelque chose de froid et de plat. Elle le retira avec précaution. Un registre relié en cuir, enveloppé dans une toile cirée. Une petite clé en fer y était attachée avec de la ficelle. Edward l'aida à placer le registre sur un banc. Miss Marple le détacha avec un profond respect. À l'intérieur se trouvaient des inscriptions manuscrites, rédigées de l'écriture serrée et méticuleuse de Baddess St. Jomandern. Josiah datant de 1920, non pas des notes personnelles, mais des enregistrements, des témoignages, des copies de lettres, des actes secrets. C'est une confession, dit-elle doucement. De tout. Josiah avait documenté des années de secrets, le faux veuvage de Lydia Renton, les tentatives d'Eliza Marchmont pour manipuler sa culpabilité, la vérité sur la naissance d'Edward et les documents falsifiés utilisés pour le cacher. Une page se démarqua des autres. Miss Marple plissa les yeux en la lisant à voix haute. Le 13 novembre 1935, Eliza m'a contacté avec un faux certificat attestant le décès de Geoffrey Blackwood. J'ai alors compris qu'elle comptait s'approprier son identité. Je ne l'ai pas dénoncée. C'est mon péché. En 1942, elle est revenue avec un garçon, prétendant qu'il était le fils de Geoffrey. Ce n'était pas le cas. C'était son fils. Je la soupçonne de vouloir le faire passer pour son héritier, si je venais à décéder. Je lui ai dit qu'elle n'y parviendrait jamais, pas tant que je posséderais encore l'acte de naissance original. La voix de Miss Marple s'apaisa. Alors c'est ce qu'elle cherchait, dit Edward. Le document. Miss Marple hocha lentement la tête. C'est la seule preuve de votre filiation qu'elle n'a pas pu détruire. Si elle est là... Elle tourna la page et se figea. Collé sur le registre avec de la cire à cacheter jaunie, un certificat ancien indiquait « Edward Renton, né le 6 février 1921. Mère, Lydia Renton. Père, Josiah Blackwood. » Alors c'est vrai, murmura Edward. Tout. Mais l'instant fut interrompu par un craquement provenant du fond de la chapelle. Ils se retournèrent tous deux. La porte était ouverte. Encadrée dans la brume se trouvait une silhouette enveloppée dans un long manteau vert. Sa silhouette familière, trop familière. Eliza Marchmont. Au début, elle resta immobile, les observant comme une silhouette sculptée dans la pierre. Mais son regard, perçant et sombre, brillait de fureur. « Tu n'avais aucun droit », dit-elle enfin en s'avançant. Ce tiroir était scellé pour une raison. Miss Marple resta parfaitement immobile. Cette chapelle aussi. Et pourtant, vous voilà. J'essayais de le protéger, dit Eliza, la voix tremblante de rage. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger l'héritage de Geoffrey. Il n'y a pas de Geoffrey, dit doucement Edward. Elle se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Tu crois être le seul à qui Josiah a menti? Il me l'a promis aussi. Il a juré d'arranger les choses. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est enfui. Il s'est caché dans cette maison, entouré d'horloges et de secrets. Il vous craignait, dit Miss Marple, et il a tout noté, y compris les dates de vos visites, y compris les mensonges que vous avez dits au notaire et le testament que vous avez remplacé. Tu crois que tout ça compte? Rétorqua Eliza. Il est mort. Sa parole ne vaut plus rien. Miss Marple pencha la tête. Peut-être. Mais la vérité pèse plus lourd qu'une voix, Miss Marchmont. Et maintenant, nous la connaissons. La mâchoire d'Eliza se serra. Ses mains tremblaient légèrement, juste assez pour trahir quelque chose de plus profond sous le masque de la vertu. Elle recula lentement vers la porte de la chapelle. « Tu ne peux rien prouver, dit-elle. Un registre, ça ne tiendra pas devant un tribunal. »« Non,
acquiesça Miss Marple. Mais vous savez ce qui pourrait bien arriver? La clé. Elisa se figea. Quelle clé? Celui attaché au registre, dit Miss Marple en le soulevant délicatement. Voyez-vous, Josiah aimait bien garder des doubles. Si je ne me trompe pas, celui-ci ouvre le coffre-fort de la sacristie de la chapelle. Celui que vous n'avez jamais pensé à vérifier. Le sang-froid d'Elisa vacilla. Il n'y a rien là-dedans. Alors ça ne te dérange pas si on regarde. Édouard s'avança, silencieux mais sûr de lui. Allons-y. Mais Elisa ne bougea pas. Elle les regarda tous les deux un long moment, puis se retourna et s'enfuit dans le brouillard. Ils ne l'ont pas poursuivi. Miss Marple tourna lentement la clé dans sa main. Laissez-la courir, dit-elle. La vérité la rattrape déjà. Quelques minutes plus tard, la porte de la sacristie s'ouvrit pour révéler un autre compartiment, plus petit que celui derrière le pendule, mais tout aussi important. À l'intérieur, enveloppés dans une toile cirée, se trouvaient plusieurs documents. Parmi eux, un testament, non signé, mais rédigé de la main de Desfononidum. Josiah, un testament authentique, daté de 3 jours seulement avant sa mort. Il laissa tout à Edward. À côté se trouvait une autre enveloppe. Miss Marple l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre qui lui était adressée. « Si tu lis ceci, Jane, c'est que je suis parti. Et tu avais raison de soupçonner les horloges. J'ai caché la vérité là où seule une personne aussi patiente que toi pourrait la découvrir. J'ai été lâche de mon vivant. Mais peut-être, grâce à toi, pourrais-je être courageux dans la mort. » Miss Marple plia soigneusement la lettre et la remit à sa place. Dehors, le brouillard commençait à se lever. L'orage était passé, mais à l'intérieur de la vieille chapelle, sous le tic-tac vigilant de la dernière création de l'horloger décédé, une vérité longtemps enfouie avait éclaté au grand jour. Chapitre 9. La tasse de thé qui a été échangée. La pluie martelait les hautes fenêtres de Pendlebury House, comme si elle était déterminée à noyer les derniers secrets que le domaine avait gardés pendant des décennies. Un feu brûlait doucement dans l'âtre du salon, projetant des ombres inquiétantes sur les boiseries sculptées. Les flammes dansaient sans chaleur, la pièce elle-même plus froide qu'elle n'aurait dû l'être malgré les flammes. Miss Marple était assise, raide, dans un fauteuil près du feu, son châle serré autour de ses épaules osseuses, les yeux fixés non sur les flammes, mais sur le plateau à thé posé sur la table en acajou poli à côté d'elle. Illy avait 3 tasses. L'une était vide, le bord encore brillant. L'autre était intacte, la soucoupe impeccable. La troisième, posée légèrement sur le côté, était à moitié vide, la cuillère à café reposant de travers, son manche légèrement maculée d'une trace blanche. C'était la coupe qui avait fait crier la servante. 25 minutes plus tôt, Miss Marple était arrivée pour ce qui devait être un thé tranquille, avec Edward Renton et le révérend Hargreaves. Edward, épuisé par les événements des derniers jours, le grand livre, la chapelle, la lettre de son père, avait demandé la présence du vicaire pour le réconforter et clarifier les choses. Une petite réunion civilisée, rien de plus. Mais à peine le thé fut-il servi et les invités installés que la servante Nora trébucha sur le bord du tapis et fit tomber une des tasses du plateau. Elle se brisa sur le sol avec un bruit étrangement sec et cassant. « Pas de la porcelaine », remarqua aussitôt Miss Marple, mais de la porcelaine fine. Un objet plus délicat, et pas le service habituel. « Oh là là !» avait murmuré Nora, pâle. « Ce n'était pas... Je ne me souviens pas que cette tasse ait été servie, mademoiselle. » Miss Marple n'avait rien dit sur le moment. Mais maintenant, la tasse cassée débarrassée et le silence revenu dans la pièce, elle ne pouvait plus ignorer le léger malaise qui la rongeait. Quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement la peur maladroite de Nora, c'était la façon dont Édouard s'était arrêté avant de boire, comme s'il le sentait aussi. C'était la main du vicaire qui tremblait légèrement lorsqu'il prit la crème. Et c'était l'odeur. Amandes amères, faibles, presque perdues sous la bergamote du Earl Grey, mais inimitables. « Edward », dit-elle doucement, sa voix à peine plus forte que le vent qui faisait vibrer les vitres. « Tu n'as pas touché à ton thé, n'est-ce pas ?» Il leva les yeux, surpris. « Non, je ne l'ai pas fait. »« Bien, » dit-elle en se levant. Elle traversa la pièce, prit la tasse à moitié, vide avec une serviette en lin et l'examina attentivement à la lumière de l'applique murale.
La trace sur la cuillère, blanche et crayeuse, n'était pas un résidu de lait. C'était de la poudre, imparfaitement dissoute, s'accrochant là où elle ne devait pas. Elle se retourna. « Vicaire, cela vous dérangerait-il terriblement si je vous demandais de me raconter exactement comment ce thé a été préparé ?» Le révérend Hargreaves cligna des yeux, perplexe. « Eh bien, je ne l'ai pas préparé, Miss Marple. Nora l'a apporté. Elle a dit que la gouvernante avait dressé le plateau et lui avait demandé de servir. J'ai supposé que tout était en ordre. » A-t-elle précisé quelle tasse était destinée à qui? Il fronça les sourcils. Non, pas que je me souvienne. Miss Marple s'approcha de la sonnette et sonna une fois. Nora arriva quelques instants plus tard, les yeux encore écarquillés. Nora, dit doucement Miss Marple, quand tu as apporté le thé, les tasses étaient-elles déjà versées? Ah oui, mademoiselle. Madame Olcott, la gouvernante, les a servies juste avant. Et a-t-elle dit lequel était pour quel invité? Non, mademoiselle. Elle m'a juste dit de faire attention au sucre et de ne rien laisser tomber. A-t-elle dit à qui était destinée la troisième tasse? Le troisième? Oh, il n'y en avait que 3, je croyais. Un pour vous, un pour Monsieur Renton, un pour le vicaire. Miss Marple plissa les yeux. Alors, qui était le 4e? Nora parut bouleversée. 4e? Je pensais... Miss Marple se tourna vers le plateau. Il y avait 4 tasses. Une était cassée. Il en reste 3. Mais seulement 2 étaient destinées à servir. Nora balbutia. Madame Olcott a dû... Exactement, dit Miss Marple. Elle s'en est servie un 4e. Les lèvres de Nora tremblaient. Mais pourquoi? C'est ce que nous sommes sur le point de découvrir, dit doucement Miss Marple. 10 minutes plus tard, Miss Marple se tenait dans le couloir, son manteau, boutonné, son parapluie à la main. La pluie claquait contre les hautes fenêtres, tandis qu'elle descendait l'escalier de service. Le couloir, au-delà du garde-manger, était sombre, son papier peint se recroquevillant comme un vieux parchemin. Elle frappa une fois à la porte de la gouvernante. Pas de réponse. Elle l'ouvrit lentement. La chambre était impeccablement propre. Le couvre-lit était tendu, le miroir impeccable, les rideaux tirés uniformément. Mais la coiffeuse racontait une autre histoire. Une tasse à thé, assortie au service du plateau, était posée sur le bord, à moitié vide. À côté, une petite bouteille brune, débouchée. Miss Marple le souleva doucement. Laudanum. Elle examina la tasse. Le bord était maculé de rouge à lèvres, un peu léger mais présent. Madame Olcott n'en portait pas. Elle retourna dans le couloir et appela Cresswell, qui venait d'arriver pour vérifier la maison, après avoir reçu une note d'Edward, indiquant que quelque chose n'allait pas. « Madame Olcott » demanda le gendarme inquiet. « Elle n'est pas là, dit Miss Marple. Mais quelqu'un d'autre y est allé. » Ils se dépêchèrent alors d'inspecter l'arrière-cuisine, la cuisine, les chambres du personnel. Mais ce fut le majordome, M. Wetherly, qui finit par admettre avoir vu quelque chose, ou plutôt, quelqu'un. « Elle est arrivée à la porte de derrière juste avant le thé, » dit-il nerveusement. « Elle a dit qu'elle était la sœur de Madame Olcott. Elle portait un foulard sur le visage, malgré la pluie. Je n'ai pas bien vu. A-t-elle apporté quelque chose ?» demanda Miss Marple. Il hocha lentement la tête. Une boîte, petite, emballée dans du papier. Elle disait que c'était son propre mélange de thé et que sa sœur le préférait. Miss Marple ferma les yeux. « Et tu l'as laissé passer. »« Je ne pensais pas. » »« Non, elle ne voulait pas que vous le fassiez, » dit Miss Marple. « Elle voulait que ce soit Madame Olcott qui soit blâmée. Cette nuit-là, alors que la tempête s'intensifiait et que le vent hurlait plus fort sur les landes, Miss Marple réunit Edward et le gendarme dans le bureau. Le feu siffla pour protester contre le froid. « Je crois qu'Eliza Marchmont est revenue à la maison aujourd'hui, » dit Miss Marple. Elle s'est déguisée, a apporté le thé et voulait le faire parvenir à Edward. « Mais les tasses, » commença Edward. « Ils ont été soigneusement arrangés, » dit Miss Marple. « Trop soigneusement. Elle avait l'intention d'empoisonner l'un d'eux, probablement le vôtre. Mais le faux pas de Nora a perturbé l'ordre. Elle a failli tuer le vicaire, » murmura Edward. « Non, » répondit Miss Marple. Elle n'avait pas l'intention de tuer quelqu'un directement. Le laudanum était censé l'endormir. Discrètement, juste le temps de récupérer le registre dans le coffre.
Mais elle ne l'a pas fait, a déclaré Cresswell. Non, confirma Miss Marple, parce que Nora a cassé la mauvaise tasse. Cresswell se frotta la tempe. Ça fait 2 tentatives en autant de jours. Et elle n'a plus beaucoup de temps, dit Miss Marple. Les documents sont authentiques. Les affirmations d'Edward sont indéniables. Mais elle croit toujours à la dernière pièce. Celle de Josiah, vraie volonté, est un endroit qu'elle peut atteindre. Et c'est le cas? Demanda Edward. Miss Marple se retourna lentement. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une clé. Ceci était caché dans le socle de l'horloge de la chapelle. Il ne correspond ni à la sacristie ni au bureau. Alors qu'est-ce que ça ouvre? La voix de Miss Marple était calme. Le bureau à couture dans la chambre est. Edward fronça les sourcils. L'ancienne chambre de ma mère. Oui, répondit Miss Marple. Là où Elisa séjournait lors de ses visites. Et où Josiah a peut-être caché la toute dernière page de ce puzzle. La tempête a déferlé. Et derrière le rideau de pluie, quelqu'un d'autre était déjà en train d'atteindre ce tiroir. Chapitre 10. Le piège de Miss Marple à la fenêtre du presbytère. La foudre fendit le ciel au-dessus d'Elmswood comme une vitre fissurée, plongeant le village dans un relief saisissant pendant un instant haletant, avant de le replonger dans une obscurité imprégnée de pluie. Le presbytère, d'ordinaire un havre de paix à la douce lumière des bougies et au calme réconfortant, se dressait désormais comme une scène dans la tempête. Son porche luisait sous la pluie fraîche, ses fenêtres vacillaient d'une lueur nerveuse des bougies, et son arrière-salon abritait quelque chose de tout à fait différent. Un plan posé avec la délicatesse d'un mouchoir en dentelle, mais assez précis pour faire couler le sang. Miss Marple se tenait près du buffet du pasteur, le dos droit, le regard attentif, une tasse de thé en porcelaine intacte à côté d'elle. Elle était déjà venue dans cette pièce. C'est là que tant de rumeurs villageoises prenaient leur naissance. Au coin du feu, au milieu de conversations polies sur les mariages, les réparations de l'église et les mystérieuses livraisons de Madame Bleeth depuis Londres. Mais ce soir-là, la pièce n'était pas faite pour les conversations. Ce soir, c'était pour les appâts. La lettre était partie le matin même, de la main de Miss Marple, mais au nom de l'avocat de feu Josiah Blackwood, soigneusement rédigée, recopiée à la plume sur du papier rigide et déposée précisément là où elle serait vue. Elle évoquait un avenant final au testament de Josiah, récemment découvert, qui devait être remis et signé au presbytère sous témoin. Un exemplaire, 1 heure, une chance. Le genre d'appât qui n'attire qu'un certain type de prédateur. Elle se tourna légèrement, jetant un coup d'œil à travers le rideau transparent de la fenêtre arrière du salon. Derrière le mur du jardin, le village disparaissait sous la pluie et les haies. L'allée menant de Pendlebury House au presbytère était glissante de boue, et les 3 portails qui reliaient les 2 cours étaient légèrement ouverts. Il restait 10 minutes. Le révérend Hargreaves marchait derrière elle, se tordant les mains dans les manches de sa soutane. « Jane, murmura-t-il, êtes-vous certaine que c'est sage ?»« Je le suis, dit-elle sans quitter la vitre du regard. Si elle croit que le document final est là, elle viendra, et elle ne passera pas par la porte. Mais la tempête, c'est à notre avantage. Ça cache ses pas. Et si j'ai raison, elle a connu pire. » Le vicaire ouvrit la bouche pour protester davantage, mais un bruit l'arrêta, un léger craquement. Non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, le long de l'allée du jardin. C'était un bruit à peine plus fort que le mouvement d'un volet dans le vent, mais Miss Marple s'y tourna aussitôt. « Elle est au fond, » murmura-t-elle. « Tire le rideau à moitié et assieds-toi près de la lampe. Sois naturel, je prends la porte latérale. » Elle se glissa dans l'étroit couloir des domestiques et entra dans l'office, ses bottes grinçant à peine sur le plancher. Une petite porte donnait sur le jardin, habituellement verrouillée, mais ce soir-là, elle était restée déverrouillée. Elle l'ouvrit discrètement et pénétra dans la nuit. La pluie la frappa aussitôt, froide et cinglante, mais elle ne broncha pas. La silhouette avait déjà traversé la moitié de la pelouse. Une femme, manteau serré, foulard sur la bouche, se déplaçait rapidement et bas sous la fenêtre est du salon. Miss Marple observe dans l'ombre la femme s'immobiliser, jeter un coup d'œil autour, d'elle puis faire briller un éclat métallique. Une lame fine et délicate, plus utilisée pour couper des cordes que pour se défendre.
Elle actionna rapidement le loquet sous le rebord, comme quelqu'un qui l'avait déjà fait. Miss Marple s'avança juste au moment où la femme remontait la fenêtre. « Je crois, dit-elle d'un ton égal, que vous avez oublié de frapper. » Eliza Marchmont se figea. Elle se retourna lentement, le visage pâle, même sous son foulard, la pluie luisant sur ses cils. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant la voix, puis se plissèrent avec une pointe de résignation. « Tu es vraiment partout, » murmura-t-elle. « Je trouve que le meurtre laisse très peu de cachette, » répondit Miss Marple. Les yeux d'Eliza se posèrent sur la fenêtre ouverte. « Ce n'est pas ce que tu crois. Vous êtes ici pour voler l'addenda au testament, un document fictif que j'ai inventé pour l'instant. » Eliza fit une moue. « Tu m'as trompé. » Tout à fait intentionnellement. Eliza recula d'un pas, mais le portail du jardin claqua. L'agent Cresswell émergea de l'ombre, la pluie ruisselant sur son casque, son revolver au fourreau, mais prêt à tirer. « Mademoiselle Marchmont, dit-il fermement, vous viendrez avec nous. » Son regard passa de lui à Miss Marple, puis baissa les épaules. « Je n'ai pas tué Josiah, dit-elle. Je le jure. » Miss Marple s'avança. « Mais vous aviez prévu d'empoisonner Edward. Je voulais simplement que les documents soient détruits, pour éviter que le nom de mon fils ne soit traîné dans la boue. Tu veux dire que ton homme, dit Miss Marple, il n'y avait pas de Geoffrey. Pas après 1943. Le garçon que vous avez fait passer pour le sien était à vous seul, et l'homme que vous avez essayé de faire héritier n'était pas censé n'hériter. Uniquement pour cacher votre honte. » Les yeux d'Eliza brillèrent. « Tu crois tout savoir? »« Non, » admit Miss Marple, « mais j'en sais assez. Vous êtes retourné à Pendlebury House en secret. Vous avez remplacé le véritable testament par un autre rédigé à l'encre évanouissante. Vous aviez prévu de droguer Édouard s'il s'approchait trop près. Et lorsque le piège a échoué, vous avez couru, jusqu'ici, dans l'espoir de détruire la seule chose qui pourrait encore vous nommer. « Alors où est-il » s'exclama Eliza. « Ce document magique? Cette preuve ?» Miss Marple sourit faiblement. « Dans le four du vicaire, dit-elle. Séchage en toute sécurité sous clé. » La pluie redoubla d'intensité et le visage d'Eliza s'effrita. Cresswell s'avança et la prit doucement mais fermement par le bras. Elle ne résista pas. Le temps qu'il la ramène à l'intérieur, l'assoit près du feu et lui offre une serviette qu'elle ne toucha pas, l'orage avait commencé à se calmer. Le vicaire apporta du thé chaud dans ses mains tremblantes et Miss Marple accepta enfin sa tasse, non empoisonnée cette fois et parfaitement ordinaire. « Qu'est-ce qui l'a trahi ?» demanda Hargreaves, la voix rauque, d'incrédulité. « La tasse de thé, dit Miss Marple, ou plutôt celle qui n'était pas là. » Il cligna des yeux. « Je ne comprends pas. »« Elle avait apporté le sien, dit Miss Marple. Elle l'a changé avant l'entrée de la servante. Il était légèrement plus grand, avec une anse plus épaisse, censé être celui d'Edward, et elle a servi d'un tout autre pot. La servante, distraite, ne l'a pas remarqué. Mais je l'ai vue immédiatement. Elle sirota son thé, puis ajouta « Personne ne prépare sa tasse sans raison, surtout pas dans une maison qui ne lui appartient pas. » Edward entra à ce moment-là, pâle mais calme. Il regarda Eliza, puis Miss Marple. « Alors c'est fini ?» Miss Marple remua son thé. « Pas tout à fait, dit-elle, parce qu'il reste encore un document à trouver. » Edward fronça les sourcils. « Quel document ?» Miss Marple croisa son regard. « Celui que Josiah n'a pas écrit. Celui qu'il n'a pas pu écrire. Caché non pas dans l'encre, mais dans un code. » Elle se leva, lentement, les yeux fixés sur les vitres perlées de pluie de la fenêtre du presbytère, celle par laquelle Eliza avait essayé de grimper, celle où le piège avait finalement explosé. « Josiah l'a caché, dit-elle, derrière un motif, une phrase, un morceau de musique, quelque chose que nous avions oublié. Mais je te le promets, Édouard, il est là, et il désigne le véritable tueur. » Dehors, la pluie s'est ralentie jusqu'à devenir un murmure, et derrière le doux bourdonnement de l'horloge du grand-père, un secret attendait de sonner. Chapitre 11. Le nom effacé de l'arbre généalogique. Il était un peu plus de minuit lorsque Miss Marple alluma la dernière lampe de la bibliothèque de Pendlebury House, la pluie continuant de claquer sans relâche contre les fenêtres, tel le tic-tac d'une horloge depuis longtemps oubliée. Le feu s'était éteint dans la cheminée,
mais elle ne fit aucun effort pour le rallumer. Elle était seule maintenant. Edward s'était retiré dans la chambre d'amis après une nouvelle conversation tendue avec l'agent Cresswell, et le reste de la maisonnée avait depuis longtemps été congédié ou couché. Même le révérend Hargreaves, toujours dévoué, l'avait quitté avec une prière silencieuse et un air inquiet. Mais Miss Marple n'était pas fatiguée. En fait, son esprit n'avait jamais été aussi clair. Elle se tenait devant l'arbre généalogique des Blackwood, un parchemin délavé encadré derrière une vitre poussiéreuse au-dessus du long meuble de la bibliothèque. Il avait été dessiné et redessiné maintes fois au fil des décennies. Les branches s'épaississaient et s'éclaircissaient, les noms ajoutés avec fioriture, d'autres barrés de tristesse. Mais ce n'étaient plus les noms visibles qui l'intéressaient maintenant. C'était l'espace où l'on avait été autrefois. Là, entre Edwin Blackwood et Josiah Blackwood, frères nés à 1 an d'intervalle, il aurait dû y en avoir un autre. Une infime trace subsistait, un fantôme d'encre effacé depuis longtemps. Miss Marple ajusta ses lunettes et se pencha. Elle avait déjà vu cette tâche des mois auparavant, mais ce n'est que maintenant qu'elle en comprenait vraiment la signification. Ce n'était pas seulement l'absence d'un nom, c'était une suppression délibérée, une suppression chirurgicale. Pas un décès, pas un scandale, quelque chose de pire, quelque chose que quelqu'un voulait faire oublier complètement. Elle recula et ouvrit le meuble sous le cadre. Il grinçait sous l'effet du temps. À l'intérieur se trouvaient les papiers de la succession, de vieux actes et lettres ficelées, un petit recueil de mémoriaux, et tout au fond, un document enroulé dans du vélin jauni. Elle le tira avec précaution et le déroula sur le bureau, révélant une version plus ancienne et plus complète de la généalogie des Blackwood. Et il était là, Alaric Blackwood, né en 1881, décédé, vide, pas noyé en 1912 comme Edwin, pas enterré, juste, disparu. Miss Marple serra les lèvres. Le même Alaric dont le nom était réapparu, dans les murmures au cours de son enquête, celui que Lydia Renton avait un jour mentionné, celui qu'Eliza Marchmont semblait déterminée à ne jamais reconnaître. Un frère dont personne ne parlait, dont le passé même avait été arraché de l'arbre comme une pourriture dont personne ne voulait admettre qu'elle avait touché les racines. Elle traça la ligne du doigt. L'encre avait quelque chose d'étrange, plus épaisse ici, plus ornée. Le nom Alarica avait été rédigé d'une main différente du reste du document, comme s'il avait été ajouté ultérieurement ou restauré. Restauré, murmura-t-elle. Quelqu'un a essayé de le remettre en place. Cette pensée la frappa si fort qu'elle se détourna de la table, soudain sûre de ce qu'elle devait faire. Elle alluma une autre lampe et monta à l'étage, les pieds posés sur les épais tapis, tandis que la maison grondait faiblement, tandis que l'orage se rapprochait. Elle traversa le couloir et entra dans l'ancienne chambre de Josiah, laissée telle qu'elle était depuis sa mort. Non seulement intacte, mais préservée, comme si quelqu'un craignait de perturber les souvenirs qu'elle gardait. Elle se dirigea vers le bureau et ouvrit le tiroir central. À première vue, il était vide, à l'exception d'un buvard et d'un encrier. Mais Miss Marple avait déjà eu affaire à des tiroirs cachés, et elle appuya doucement au fond jusqu'à ce que le faux panneau cède. À l'intérieur se trouvait une lettre, pliée et cachetée, adressée à E.B. À nouveau la main de Josiah, indubitable. Mais l'écriture était plus tremblante qu'avant, et le sceau de cire brisé. Edward a dû le lire. Miss Marple déplia la lettre, les yeux parcourant la page. « Edward, si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué. Je voulais te le dire moi-même, mais le temps est un voleur. Il y avait un autre frère, Alaric. Il était le premier héritier, mais il nous a déshonorés. Il a disparu en 1906 après un scandale. Argent disparu, une jeune fille morte. J'ai couvert l'affaire. Edwin s'est noyé, certes, mais Alaric. Il a choisi l'exil. Des années plus tard, il est revenu sous un autre nom. Il voulait être pardonné. Je l'ai hébergé. Mais Eliza l'a découvert. Elle l'a utilisé, elle l'a manipulé. Je crois qu'elle l'a convaincu de l'aider à tromper Geoffrey. Quand j'ai refusé de modifier mon testament, il a menacé de tout révéler. Je lui ai fait promettre de garder le silence. Mais je crains qu'il n'ait été là, la nuit de ma mort. Je crains qu'il ne m'ait tué. Miss Marple sentit son pouls battre à ses tempes. Alaric Blackwood n'était pas mort en disgrâce à l'étranger.
Il était revenu, peut-être sous une fausse identité, et vivait à Elmswood depuis toujours. Mais sous quel nom? Elle se souvenait des photos décolorées trouvées dans le tiroir secret, des images floues d'une silhouette voûtée près de la chapelle. Elle avait cru qu'il s'agissait de Lydia Renton, mais peut-être était-ce quelqu'un d'autre. Elle retourna à la bibliothèque, lettre à la main, et examina de nouveau les photographies. La silhouette dans l'ombre, mince, voûtée et toujours à l'affût, n'était pas une femme. C'était un homme, un vieil homme, un domestique peut-être, ou quelqu'un qui pouvait passer pour tel. Le jardinier, Monsieur Hill, un homme discret, septuagénaire, qui s'occupait des jardins de Pendlebury depuis toujours. Il vivait dans la maison du jardinier. Il parlait rarement. Il portait toujours des gants. Mais les gants peuvent cacher bien plus que des callosités. Ils peuvent aussi dissimuler des cicatrices. Miss Marple se dirigea vers le téléphone du hall et appela le poste de police. Cresswell répondit, groggy mais alerte. « J'ai besoin de toi au chalet du jardinier, » dit-elle sans préambule. « Maintenant. » 20 minutes plus tard, ils se tenèrent devant la porte du jardinier, la pluie ruisselant encore des avant-toits. Cresswell frappa une fois, puis une autre. Pas de réponse. Il sortit son revolver. Ils ont poussé à l'intérieur. Le cottage était faiblement éclairé par un unique bec de gaz. Un feu couvait encore dans l'âtre et une théière refroidissait sur le poêle. Mais aucun signe de M. Hill. Cresswell se dirigea vers le fond et Miss Marple se tourna vers la cheminée. Une photo y était posée, vieille, sans cadre. Un portrait de famille, un M. Hill beaucoup plus jeune, et à côté de lui, sans aucun doute, Josiah Blackwood, un frère. Elle se tourna vers la table. Un carnet était ouvert près du feu. À l'intérieur se trouvait une lettre. À quiconque trouvera ceci. Je m'appelle Alaric Blackwood. Je suis fatigué. Je n'ai pas tué Josiah, même si je l'ai laissé tomber. J'étais là cette nuit-là. J'ai vu Elisa entrer dans le bureau. J'aurais dû l'en empêcher, mais j'avais peur. Peur qu'elle dise la vérité. Que j'ai aidé à simuler la mort de Geoffrey. Que j'ai enterré un enfant pour la protéger. Edward doit savoir que j'ai finalement essayé de bien faire. Josiah a eu tort de m'effacer, mais j'ai eu tort de revenir. Miss Marple ferma le carnet, les mains légèrement tremblantes. Cresswell revint de l'arrière-boutique. « Il est parti, dit-il. La porte de derrière est ouverte. Des traces de pluie se dirigent vers l'est, probablement vers l'église. » Miss Marple hocha la tête. « Il ne fuit pas. Il se rend. » Ils suivirent le sentier dans l'obscurité jusqu'à l'église, dont le clocher projetait de longues ombres sur les pierres. À l'intérieur, ils trouvèrent Alaric agenouillé devant l'autel, trempé jusqu'aux os, les mains serrées autour d'un seul objet, un certificat de baptême délavé. Miss Marple s'approcha lentement. Il leva les yeux vers elle, le visage creusé par des années de culpabilité. « Je n'ai jamais voulu tout ça, » murmura-t-il. « Je voulais juste qu'on se souvienne de moi. » Miss Marple s'agenouilla à côté de lui. « Tu le seras, » dit-elle doucement, « mais pour la vérité, pas pour le mensonge. » Et tandis que la tempête passait enfin, ne laissant derrière elle que le silence, le nom qui avait été autrefois effacé, de l'arbre généalogique fut réécrit par la main de la justice et non de la honte. Chapitre 12. L'heure qui a sonné après sa mort. La tempête qui avait hanté Elmswood pendant une semaine se leva enfin à l'aube, révélant un village imprégné de souvenirs. Une brume s'échappait telle une fumée des cheminées des chaumières aux volets clos, et les haies ruisselaient d'eau de pluie et de vieux secrets. Mais à Pendlebury House, où le silence s'était installé jusqu'au plus profond des lieux, un seul son persistait, le tic-tac de l'horloge du bureau. 12 coups réguliers avaient retenti la nuit où Josiah Blackwood avait été retrouvé mort. Mais comme Miss Marple le savait désormais, il y en avait eu 13. Il avait fallu des jours de déduction, de documents et de vérités difficiles pour en arriver là. Edward Renton, fils de Josiah et héritier légitime, était assis en face d'elle près du feu du bureau, les mains jointes, une lettre non ouverte posée sur la table basse à côté de lui. Elisa, Marchmont avait été arrêté 2 jours plus tôt. Alaric Blackwood avait été retrouvé, non pas mort mais brisé, avouant les mensonges qu'il avait contribué à distiller. Et pourtant, quelque chose restait en suspens. Miss Marple se tenait debout, ses yeux ne quittant pas l'horloge tandis que son pendule oscillait avec une précision effrayante. « Il reste une question sans réponse, » dit-elle doucement.
Une chose qui ne colle pas. Édouard leva les yeux, les sourcils froncés. Qu'est-ce qu'il y a? Miss Marple se tourna vers lui. L'horloge a sonné 13 heures, Edward. Après la mort de Josiah. Et pas une seule fois. Elle a sonné toutes les heures du lendemain, jusqu'à ce que le mécanisme se réinitialise mystérieusement. L'agent de police a pensé à une bizarrerie, un mauvais calibrage. Mais les horloges construites par Josiah Blackwood ne sonnent pas mal. Tu penses que quelqu'un l'a trafiqué? Demanda-t-il. Non, je pense que Josiah a conçu pour faire un faux pas, pour transmettre un message après la mort. Edward se pencha en avant. Mais à qui? À la seule personne qui remarquerait l'irrégularité. Moi. Elle se dirigea vers l'armoire où étaient rangés les registres de Josiah. À l'intérieur, au-delà des cartes et des livres usés par les intempéries, se trouvait une boîte marquée uniquement du numéro 13. On l'avait rejetée comme une simple anecdote archivistique. Elle l'ouvrit, révélant une série de schémas d'horloges détachés. Non pas des plans, mais des diagrammes de l'horloge de parquet de Pendlebury House, et dans un coin de la page, griffonnée à l'encre tremblante, la phrase suivante « L'heure finale sonnera quand je ne pourrai plus ». Edward se leva lentement, les yeux écarquillés. « Tu veux dire qu'il a truqué le système pour frapper 13 heures après sa mort ?» Miss Marple hocha la tête. « Oui, et le message n'était pas seulement dans le son, il était dans le temps. L'horloge était conçue pour s'arrêter, puis sonner à nouveau, exactement 60 minutes après le 12e coup. 1 heure après la mort. L'heure qui s'est écoulée après sa mort, il a dû mourir vers minuit. Mais quelqu'un a remis l'heure à 0, à l'envers, pour masquer le problème. OMS? Elle se tourna vers lui, d'une voix douce mais ferme. Toi? Édouard pâlit. Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi l'aurais-je fait? Pour couvrir tes traces. Non, Miss Marple, je le jure. Elle leva la main. Laisse-moi finir. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda vers le jardin, sa voix calme. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu m'as dit être arrivé à Elmswood, le lendemain de la mort de Josiah. Que tu avais vu une photo, un nom, et que tu étais venu en quête de vérité. Mais le thé que tu as préparé le matin de notre conversation n'était pas local. Il provenait d'un mélange vendu uniquement à Winchester, où tu prétendais être allé avant ton arrivée. Ce thé prend 3 jours pour être livré, ce qui signifie que tu as dû le commander à Elmswood au moins 1 jour avant la mort de Josiah. Tu étais déjà là. Edward ne dit rien. Miss Marple poursuivit. Le registre caché derrière le pendule. Vous y aviez accès bien avant moi. C'est vous qui m'avez amené à la chapelle. Vous me guidiez. Il prit une inspiration. Parce que je voulais découvrir la vérité. Non, dit-elle doucement. Parce que tu nécessaire, je voulais que je le trouve. Tu voulais qu'Elisa soit accusée. Elle avait un mobile, des moyens, et même un passé. Mais tu avais le plus dangereux de tous, une colère justifiée. Tu as découvert la vérité, Josiah était ton père, qu'il cachait ton existence, tes prétentions, et qu'il avait l'intention, même à la toute fin, de garder le secret. Édouard s'enfonça dans le fauteuil, les yeux écarquillés. La voix de Miss Marple baissa. Vous n'aviez pas l'intention de le tuer, pas au début. Mais vous l'avez affronté. Vous avez exigé que le testament soit modifié. Il a refusé. Vous étiez désespéré. Vous avez argumenté. Et dans la bagarre, le coupe-papier, le visage d'Édouard se décomposa. Il est tombé, murmura-t-il. Il s'est cogné la tête contre le foyer. Je ne voulais pas. Mais vous avez paniqué, dit Miss Marple, non sans gentillesse. Vous avez fait croire à un coup de couteau, vous avez verrouillé la pièce de l'intérieur, puis vous êtes sorti par l'étroit vide-linge, aménagé derrière le mur du bureau, utilisé pour le linge. Vous n'avez laissé aucune trace, jusqu'à l'horloge. Édouard enfouit son visage dans ses mains. Il l'a construite pour signaler l'heure de la mort, murmura-t-il, pour dénoncer le mensonge. Miss Marple hocha la tête. Il faisait plus confiance à l'horloge qu'à quiconque. Le silence régna, le feu crépitait, le pendule oscillait, et la vérité pesait lourdement entre eux. J'ai essayé de tout défaire, dit Édouard. J'ai trouvé la vraie volonté. Je voulais tout avouer. Mais Elisa est arrivée. Elle a essayé de tout manipuler à nouveau. Et je l'ai laissé prendre la responsabilité. Miss Marple le regarda longuement et intensément.
Tu l'as laissé faire parce qu'une partie de toi croyait qu'elle le méritait. Il hocha la tête. Elle a ruiné tant de vies. Votre silence aussi, dit Miss Marple. L'agent Cresswell entra tranquillement, ayant tout entendu depuis le couloir. Edward se leva. J'arrive. Miss Marple se détourna, les yeux embués. Plus tard, tandis que le gendarme emmenait Edward hors de la maison, Miss Marple se tenait de nouveau devant l'horloge. Elle sonna une fois, puis s'arrêta. Puis en est-elle un cœur qui ne lâche plus prise? Elle sonna une dernière fois. 13. Et à cette heure anormale, l'héritage de Josiah Blackwood a été mis à nu. Pas seulement un mécanisme à tic-tac ou un testament, mais un cri de justice, caché derrière le savoir-faire et le silence. La pluie s'était arrêtée, mais à Elmswood, les horloges ne sonneraient plus jamais de la même manière.